Bonsoir, bienvenue. Ce grand cadavre à la renverse dont tout le monde parle depuis qu'il est sorti, ce livre, en bien, en mal, mais au moins on en parle, c'est déjà ça. Absolument. Je n'ai pas lu tout Bernard-Henri Lévy comme Coluche avait lu tout Freud, mais alors celui-là, quasiment, je n'ai pas votre talent et votre écriture, mais je pourrais signer à la fin. C'est-à-dire que alors moi, je suis quasi d'accord avec tout ce que vous écrivez dans ce Vous me bouquin. faites très plaisir. Ah mais alors vraiment. Alors vous essayez d'abord de montrer pourquoi, dans un premier temps, vous avez dit non à Nicolas Sarkozy qui vous a appelé, téléphoné. Vous racontez d'ailleurs l'entretien téléphonique. Je ne sais pas si vous le racontez mot pour mot ou est-ce que vous l'avez réimaginé cette conversation avec Nicolas Sarkozy. Ah non, c'est mot pour mot, vous savez. Mot pour mot. Ah, oui. Parce que vous le rendez quand même assez insistant sur le fait que lui rêvait que vous le rejoigniez comme Glucksmann l'avait fait quelques jours avant. D'ailleurs, son but, c'est ça. Quand il vous téléphone, vous le racontez, il vous dit « Alors, toi aussi, je l'attends ton bon petit papier, en quelque sorte. » Oui, mais ce qu'il a de sympathique en même temps, c'est en effet d'abord cette franchise, et puis c'est ce goût d'avoir des écrivains avec lui, d'avoir des intellectuels avec lui. Je trouve ça pas mal. Ça, c'est très français. Et c'est un bon côté de la France que les hommes politiques accordent un peu de crédit, à mon avis beaucoup trop d'ailleurs, aux écrivains. Il faut expliquer quand même qui vous appelle parce que vous vous connaissez préalablement, vous êtes amis, on peut dire. On se connaît très bien, on a des relations cordiales et très anciennes, et c'est quelqu'un que je trouve... Enfin, il y a deux Sarkozy. Un président Sarkozy qui est tout à fait sympathique, qui est un vrai vivant, et puis un Sarkozy politique qui évidemment me plaît beaucoup moins. Celui qui, au moment de cette conversation, tenait des propos sur un certain nombre de sujets qui me semblaient inacceptables, sur l'origine génétique de l'homosexualité, sur l'idée qu'il fallait en finir avec la repentance ou avec le remords par rapport aux crimes qu'a pu commettre la France. Donc il y a un Sarkozy très profondément de droite, dans lequel je ne me reconnaissais pas. Et puis, il y a un personnage qui a du panache et du charme. Et cette opinion-là sera confortée, vous le racontez d'ailleurs dans ce livre, une fois qu'il sera élu, par exemple, son discours en Afrique, discours écrit par Guénaud, avec lequel vous n'êtes pas tendre et avec lequel vous n'avez même pas été très tendre dans les interviews qui ont suivi la sortie dans du le livre. livre, hein, c'est-à-dire que j'en parle dans le livre même. Ça s'est envenimé après, oui, mais qu'est-ce que vous je vous dis? Vous a traité de petit con prétentieux, enfin bon, voilà. Oui, et de mauvais... Ça, c'était charmant. Ça m'a rajeuni de 25 ou 30 ans. Petit con prétentieux, ça, c'était formidable. Ce qui était plus embêtant, c'est quand il m'a traité de mauvais français. Ça, c'est pas bien quand on est un conseiller d'un président de la République. Mais surtout, c'est pas ça le problème. Non, le bouquin, c'est traité de raciste quand même. Pardon. Donc, vous l'aviez traité de raciste, donc le mauvais français, c'est un peu la réponse. Mais raciste, c'est pas une invective, c'est un jugement politique. Et c'est un jugement politique que j'essaye de fonder là, dans oui, ce les politiques livre, là, mais voilà. dans d'autres circonstances, il peut être... Mauvais différent. français, quand on est président de la République ou conseiller du président de la République, c'est un mot très grave, c'est un mot lourd de sens. Mais peu importe. Moi, de toute façon, je suis absolument d'accord avec vous sur ce discours horrible écrit par lui. Voilà. Je trouve que c'est un discours, moi, en tant qu'Africaine, et j'ai lu la réponse qu'avaient fait les filles Kourouma, j'ai trouvé ça excellent, où elle rappelait à Nicolas de revenir à son histoire et d'essayer de voir... Moi, comme je pense qu'il n'y a pas de frontière à l'indignation, heureusement qu'il n'y a pas que les Africains qui se sont indignés de ce discours. Moi, je ne suis pas africain. Oui, on l'avait remarqué. Et je trouve... Oui. D'origine algérienne. Je suis né en Algérie, oui, bien sûr. Et néanmoins, j'ai pensé immédiatement que ce discours était choquant et que c'était pas bien de dire ça. Voilà. L'essentiel du propos du livre, il est dans le titre, on va l'expliquer, ce titre aussi pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que vous l'avez emprunté à Sartre, je crois, ce titre, ce grand cadavre à la renverse, c'est de la gauche dont vous parlez. C'est vrai que l'essentiel du propos du bouquin, c'est de dire comment s'en sortir, puisque, après avoir mis les bases, j'ai choisi de rester à gauche et je n'ai pas choisi d'accepter l'ouverture de M. Sarkozy, on en parlera avec M. Morin tout à l'heure. Une fois cette base-là, alors ok, je reste à gauche, mais comment on fait avec cette gauche qui, pour vous, donc, est un grand cadavre à la renverse? Et évidemment, vous en moquez beaucoup de cette gauche extrémiste, la gauche de Besancenot, la gauche de Beauvais, la gauche qui est au pouvoir dans certains pays. On parlait de l'Amérique latine tout à l'heure. Vous lui reprochez aussi à cette gauche d'être trop anti-américaine primaire. Pour vous, quand on est anti-américain, c'est qu'on est antisémite en même temps. Non, je ne dis pas tout à fait ça. Non, je caricature un peu. Oui, oui. Mais quand même. Oui, je dis que l'anti-américanisme est une métaphore de l'antisémitisme. Et lorsque je dis cela, j'évoque, je pense, à Hugo Chavez, à Ahmadinejad, le président iranien. Je parle du leader du Hezbollah. Vous reprochez à Besancenot, par exemple, de ne s'être jamais vraiment prononcé contre le président iranien.
je reproche à l'extrême gauche d'essayer de jouer au plus fin, pas seulement sur le président iranien, mais sur toute la mouvance islamiste radicale, oui. Vous savez, les trotskistes, l'extrême gauche a une tradition dans son logiciel idéologique qui est l'entrisme. Dès qu'ils sentent qu'il y a quelque part un courant, une énergie, un mouvement, ils tentent de se greffer dessus. Alors ils faisaient ça autrefois avec le syndicat des postiers, ou ils faisaient ça avec Force ouvrière. Sauf que les islamistes, c'est pas André Bergeron. Et Tariq Ramadan, c'est pas Force ouvrière, vous voyez. Donc je pense que là, ils prennent des risques qui me semblent au-dessus de leurs moyens intellectuels. Pour vous, la gauche, on le comprend bien à travers ce livre, vous souhaiteriez qu'elle aille un peu plus vers le centre, et voilà pourquoi d'ailleurs Ségolène Royal a grâce à vos yeux, même si elle n'est pas allée au bout, puisque effectivement il n'y a pas eu d'accord entre elle et François Bayrou entre les deux tours, vous l'auriez souhaité. Et c'est ce qui fait aussi d'ailleurs l'originalité de votre livre, à part celui de monsieur Menucci qu'on recevait d'ailleurs la semaine dernière. C'est un des rares livres qui prend la défense de la candidate à la présidentielle. C'est-à-dire que beaucoup de livres qui sont sortis sur elle la font passer pour, on va dire, une cruche, hein, soyons clairs. Alors, est-ce que avoir justement de la conversation avec vous et être capable de vous répondre, ça veut dire qu'on est intelligent, Bernard-Henri Lévy? On n'a pas besoin de ça pour être intelligent, mon cher Laurent. Non, parce que moi je vais ressortir content de ce plateau. Non, mais c'est vrai. Attendez. Je n'ai pas écrit un livre ni sur Ségolène Royal, ni sur le Parti socialiste. Non, mais vous racontez. Mais en revanche, je pense que c'est pas parce que les gens ont perdu qu'ils avaient tort, et c'est trop facile de découvrir après coup que Ségolène Royal était une mauvaise candidate quand on l'a soutenue. Je trouve ça inélégant et même assez indigne. Et par ailleurs, elle a un mérite historique. C'est que c'est la première fois qu'un grand leader de gauche dit clairement que la solution d'avenir, c'est pas l'alliance avec l'extrême gauche et le Parti communiste, mais l'alliance avec le centre. Et ça, c'est un geste fondamental en France. La grande exception française, c'était qu'il y avait ce mirage du mitterrandisme, qui était le mirage de l'union de la gauche. Et là, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a tenté de faire entre les deux tours, c'est un verrou dans l'idéologie française qui a sauté, et rien que pour cela, elle a une place. Vous permettez que je me tourne vers M. Morin, parce que là, on va tous se tourner vers M. Morin. On est au cœur du sujet, parce que alors, vous n'y avez pas cru à cette alliance entre François Bayrou et Ségolène Royal. Non, parce qu'il y a au sein du PS une problématique, c'est qu'ils n'ont jamais réglé ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont sociodémocrates ou est-ce qu'ils restent un PS qui n'a toujours pas fait son Bad Godesberg et qui considère que le système doit être avec le PC et l'extrême gauche. Et donc, l'alliance pour Ségolène Royal, c'était une alliance impossible avec le centre parce qu'elle perdait immédiatement une partie de celles et ceux qui l'avaient soutenue au premier tour. Zemmour ? Mais je suis pas d'accord avec cette analyse c'est le bas de Godesberg. On disait ça déjà quand j'étais à Sciences Po, ce qui ne me rajeunit pas. Oui, il faut expliquer aux gens. C'est le fait pour la social-démocratie allemande d'avoir abandonné sa référence marxiste et de s'être converti au marché. Moi, j'estime que les socialistes l'ont fait, en vérité, dès 83. Mais si, mais simplement le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est la social-démocratie aujourd'hui qui est désuète et qui est brisée par la mondialisation. Évidemment, là où il a raison, c'est qu'il y a deux lignes qu'on a bien vues lors du référendum de 2005. C'est ceux qui veulent, non pas la social-démocratie, parce que la social-démocratie dans tous les pays de l'Europe du Nord, on nous bassine avec ça, elle est morte, la social-démocratie. En vérité, elle est soumise à la mondialisation libérale. La social-démocratie, c'était le compromis entre le capital et le travail, mais le capital n'a plus besoin de passer un compromis avec le travail. Donc c'est terminé cette discussion. Et avec ceux qui, au contraire, justement, parce qu'ils sont tellement en infériorité, qu'ils veulent essayer de se protéger contre cette mondialisation. Mais c'est ça le sujet que je voudrais aborder avec Bernard-Henri Lévy. On va en parler évidemment, mais on a bien compris donc que Bernard-Henri Lévy veut rester à gauche, mais estime qu'on peut être à gauche sans être antilibéral, que c'est pas un gros mot, le libéralisme. La façon dont la gauche française et dont la gauche européenne a bradé le mot même de libéralisme et donc ce qui va avec, c'est-à-dire la liberté, est quelque chose de très énigmatique. Parce que quand même, quand elle dit qu'elle est antilibérale, et quand elle jette par-dessus tout le patrimoine, c'est quoi le patrimoine? C'est la Révolution française, c'est la Révolution anglaise, c'est la Révolution américaine, c'est toutes les grandes révolutions fondatrices de la démocratie. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose de mystérieux et d'assez suicidaire. Une gauche qui dit « je suis contre le libéralisme », on ne peut pas ne pas entendre qu'elle est un peu contre la liberté, on ne peut pas ne pas entendre qu'elle met une croix sur toute une part de l'héritage et du patrimoine. Où est-ce que vous faites passer le curseur? C'est ça qui est une des choses troublantes dans votre livre. Vous confondez systématiquement dans le livre
la gauche, disons, républicaine et l'extrême gauche. Écoutez, je suis d'accord avec Zemmour, ça me semble régler cette histoire de libéralisme. C'est c'est toute la thèse du début du livre. Non, si vous oui, mais j'ai lu avec beaucoup d'attention les Voilà. primaires socialistes, Fabius, Strauss-Kahn. Non, mais ce que je dis dans le livre, c'est qu'en effet, Il y a le pas d'extrême bad gauchiste. Godesberg, dont Éric Zemmour parlait excellemment tout à l'heure, Bien sûr. la gauche française l'a fait. Ça, c'est clair. Sans ne l'avoir jamais clairement Sans l'avoir jamais dit, affiché. c'est-à-dire sans Et avoir en franchi ayant le toujours cap du considéré- symbolique, sans avoir franchi le cap de la verbalisation. Eh oui. Et sans être excessivement Si, freudien. Je peux vous le prouver, mais si. Oui, mais attendez. Quand Attendez. Lionel Jospin dit Donc, attendez, je veux une laissez-moi économie de finir. marché, mais pas une société de marché, Vous me laissez voilà, c'est réglé. Donc je dis que lorsqu'on fait les choses sans les dire, quand on les fait à moitié, on prend le risque qu'elles reviennent par d'autres voies, comme des lapsus. Alors par exemple, cet antilibéralisme. Par exemple, cet anti-américanisme dont parlait Laurent Ruquier tout à l'heure, pavlovien, absurde, pas la critique de Bush. Bush est le plus mauvais président que l'Amérique ait eu depuis des... Le Michael Mooreisme, en quelque sorte, puisque les films de... Mais en revanche, le Michael Mooreisme, c'est-à-dire l'idée que l'Amérique est, en tant que telle, Bush ou pas, l'incarnation même du mal, ça c'est absurde. Où vous l'entendez, monsieur Lévy? Où est-ce que vous entendez ça? En dehors de certaines franges extrêmes. Mais d'abord, je l'entends dans certaines franges extrêmes, et vous savez, en France, il y a et dans l'histoire d'ailleurs de l'Europe, il y a une vraie tradition. C'est que les idées naissent dans des laboratoires, il n'y a pas de frange extrême. Elles naissent dans un laboratoire, et puis elles métastasent. Attendez, la Révolution d'octobre, c'est quelques comploteurs qui se réunissent à Zurich, ils sont une poignée, et ils déclenchent la plus grande révolution de l'histoire du XXe siècle. La Révolution française, c'est quelques avocats ou quelques prêtres défroqués qui se réunissent au club des Cordeliers ou au club de Jacobins, et qui lancent la révolution et la terreur. Donc l'argument des franges extrêmes n'est pas un argument. Mais au-delà de ça, quand vous écoutez, moi j'ai écouté tout ça très attentivement, y compris pendant la campagne, c'est vrai qu'ils ont un bœuf sur la langue, ça leur écorche la langue Alors, on y de reviendra. dire que l'Amérique serait par exemple un exemple de démocratie. Au moment de Katrina, au moment du désastre de New Orleans, il y avait deux lectures possibles de l'événement. Une lecture qui était de dire le modèle américain s'est effondré, et puis il y en avait une autre qui était de dire quel magnifique exemple de solidarité de la part des peuples, de la part des gens des États voisins. La gauche française et la France en général d'ailleurs a systématiquement opté pour la première théorie. C'était pas les seuls. Parce que l'anti-américanisme est une chose qui est extrêmement répandue et qui, à mon avis, fait corps. Alors pas l'antisémitisme, ça c'est vrai, chez Ahmadinejad, au Hezbollah ou au Hamas. Mais en revanche, je pense qu'il y a dans l'inconscient de l'anti-américanisme une méfiance vis-à-vis de la démocratie. Historiquement, c'est comme ça que ça naît, l'anti-américanisme. Ça naît chez des réactionnaires du 19e siècle qui ont une phobie, qui est le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. C'est leur cauchemar. L'idée que des gens qui n'ont rien en commun, qui n'ont pas la même couleur de peau, qui n'ont pas la même religion, qui ne sont pas au même endroit, qui n'ont pas la même langue, se réunissent, contractent et forment une nation. Ils ont horreur de ça. Et ils voient que ça marche. Donc c'est ça l'origine de l'anti-américanisme, c'est-à-dire la peur de l'exemple même de la démocratie. C'est intéressant ce Bah, qui il ne faudrait pas donner l'impression que ce livre est sur l'anti-américanisme. Mais Il y a c'est quand un même- moment essentiel, Non, mais il y a quand le même film. un projet. Non. C'est sur le papier un philosophe de gauche qui essaie de déterminer ce qui fonde un homme de gauche aujourd'hui. Voilà. Bon, moi, à mon avis, il y a deux problèmes, c'est que vous n'êtes ni philosophe ni de gauche. Ni philosophe pour une raison assez simple. Non, mais pour une raison assez simple, dans votre abondante bibliographie, il n'y a rien qui relève directement de la philosophie. C'est même pas une attaque. Et à mon avis, vous n'êtes pas de gauche. Parce que quand on a fini d'examiner ce livre qui est un peu fatras, on a des conférences sur l'antisémitisme, sur l'universalisme, et puis vous allez un peu partout, on finit par découvrir ce que c'est d'être de gauche pour vous. Alors, citation, être de gauche, dans la France de ce début du XXIe siècle, considérer que cette affaire de droite et de gauche ne s'est pas vidée de sens, c'est ne céder ni sur Vichy, ni sur les crimes du colonialisme, ni sur mai 68, ni sur, naturellement, l'héritage du Dreyfusisme. C'est-à-dire que vous accordez beaucoup d'importance à des symboles, en effet, qui ont leur importance, mais vous évacuez absolument le social. Là, excusez-moi, je fais une critique de classe. Vous faites partie quand même de la grande bourgeoisie. Le social, c'est pas votre truc. Et je trouve ça incroyable que vous vous réclamiez de Sartre dans le titre, parce que vous empruntez ça à la préface de Sartre, à Aden Arabi de Paul Nizan, qui appelle exactement au contraire. Lui, il appelle à la révolution, à l'utopie. Il en appelle à Breton, et vous à Manuel Valls. Donc là, il y a un grand écart. Vous non plus, vous n'avez pas fait votre Bad Godesberg. Même Manuel Valls lui reproche d'ailleurs que son livre ne soit pas suffisamment social, je l'ai lu. Je suis d'accord que la gauche, c'est le social, évidemment, et je le dis dans ce livre. L'un des chapitres, pour moi, les plus importants du livre, c'est pas le chapitre sur l'Amérique, c'est le chapitre sur la question sociale par excellence de la France d'aujourd'hui, la plus brûlante,
c'est-à-dire la question des banlieues. Il y a un chapitre dans le livre. Je voulais aborder ce chapitre parce que j'ai trouvé ça formidable. Ce chapitre. Qu'est-ce que c'est que la question sociale aujourd'hui, au sens du 19e siècle? C'est bien la question de ce qui nous a explosé à la figure en novembre 2005 et qui peut revenir demain. Et là, il y a deux lectures possibles. Et c'est ça que j'essaie de dire dans ce livre. Il y a une première lecture qui consiste à dire c'est juste des sauvages, c'est juste des barbares, c'est les sections d'assaut, les jeunes émeutiers du futur parti fasciste français. Certains de mes camarades ont dit ça. C'est vrai. Et il y a une autre lecture qui est la mienne, qui est de dire que c'est la manifestation extrême, la plus explicite de la question sociale, c'est-à-dire de l'exclusion, du délaissement, du chômage de masse, de la misère dans notre pays, en principe égalitaire et républicain. Donnez l'exemple formidable qui est dans votre bouquin. Moi, j'ai adoré ce passage de Victor Hugo face aux émeutiers des communards à l'époque, parce que c'est très beau ce passage. Oui, Victor Hugo qui était un... Alors là, je ne sais pas s'il était un philosophe ou un écrivain, mais c'était en tout cas un très, très, très grand esprit. Et en effet, au moment de la Commune, il y a, comme il y a eu en novembre 2005, il y a des émeutiers qui brûlent des livres, qui brûlent une immense bibliothèque, la bibliothèque des Tuileries. Et toute la bourgeoisie bien pensante, évidemment, elle a raison, s'indigne de cela. Et Victor Hugo compose un poème magnifique où il reproche à l'un de ces jeunes émeutiers d'avoir mis le feu à la bibliothèque des Tuileries, alors que les livres, c'est le chemin de la liberté, les livres, c'est le flambeau sur le chemin de la justice, c'est ce qui devrait l'élever au-dessus de lui-même. Il lui fait tout un sermon sur les livres et sur la liberté, et puis le jeune émeutier lui dit, et c'est là-dessus que se termine le poème, « Vous avez sans doute raison, il y a un seul problème, je ne sais pas lire. » Et Victor Hugo se dit, une société qui est capable de produire des jeunes gens qui ne savent pas lire, c'est une société qui est mûre pour des embrasements de ce genre. Et les responsables de cet embrasement, bien sûr, c'est ceux qui le font. On ne peut pas innocenter des gamins qui mettent le feu à un autobus alors qu'il y a encore des passagers dedans. Mais c'est aussi nous, c'est-à-dire les nantis, c'est-à-dire les intellectuels, les hommes d'État, les voix qui s'expriment ici ou là. Nous sommes tous responsables. La banlieue, ça veut dire la mise au banc. On va réduire le social à la banlieue quand même. Ah oui, justement. Mais je Ça pense fonde pas une pensée de gauche, vous comprenez bien. je pense que si, parce qu'alors là, Éric Nolot, vous êtes plus jeune que moi, mais moi, j'ai l'avantage et l'inconvénient d'avoir été formé par de très grands maîtres, et notamment l'un d'entre eux qui s'appelait Michel Foucault. Michel Foucault, je ne sais pas si les spectateurs sont tous familiers de ce nom, mais enfin, c'est quelqu'un dont l'une des leçons est Non, consistante... Stevie, ne dites pas, c'est mon dernier mot. Mais il connaît Michel Foucault. Stevie est un fou, il aime bien le fromage. Je pense. Michel Foucault disait, l'une de ses leçons consistait à dire que pour savoir ce qui se passe au cœur d'une société, il faut aller voir ce qui se passe à la marge. Il ne faut pas voir seulement ce que les sociétés montrent, il faut montrer ce qu'elles cachent, ce qu'elles rejettent dans leur marge, ce dont elles ont honte ou dont elles n'ont pas assez honte. C'est ça la question sociale. Zemmour. Les points de référence, parce que c'est ça l'essentiel de son livre, il a raison, c'est les dates de référence. Bernard-Henri Lévy, il n'a pas choisi pour la gauche 1789, il n'a pas choisi 1848, il n'a pas choisi 1936, il a choisi des dates, c'est pas un hasard, hein, il est peut-être pas philosophe, mais il sait ce qu'il fait. Il a choisi l'affaire Dreyfus, il a choisi Vichy, il a choisi la guerre d'Algérie. Ce sont des dates où, si vous voulez, la France n'est pas très glorieuse. Qu'est-ce que je crois, moi? C'est que, et on va venir à l'affaire sociale parce que c'est la même chose, à chaque fois, Bernard-Henri Lévy choisit des dates pour mieux culpabiliser la France. Attendez, permettez-moi une seconde. C'est Oui. drôle que vous disiez ça, parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait l'inverse. Pour moi, l'affaire Dreyfus, c'est le moment où la moitié de la France je suis bien prend d'accord. parti, Je suis bien d'accord. comme le disait le père de Lévinas, Absolument. à Lévinas, pour un petit j'allais vous capitaine le dire. juif injustement condamné. Bah oui. Vichy, c'est le moment, je le sais, j'ai été bercé, j'ai été élevé dans cette tradition-là, c'est le moment où des Français, de toutes origines, de toutes religions, Sauf des Juifs. pas sauf des Juifs, se battent Bah pour oui. la France Bah libre. oui, et c'est le ils sont moment, des- c'est les deux. Bah c'est oui. Vichy et c'est la France Oui, libre. mais Attendez, la guerre d'Algérie, pourquoi voir les choses comme... C'est drôle que vous les voyez Parce comme que ça. c'est comme ça que vous les Non, décrivez. pas du tout. Si. Je parle de François Si. Mauriac. Non. Moi, j'aurais adoré un président de la République qui nous dise « Je suis fier de la France pendant la guerre d'Algérie ».
à cause de François Mauriac, à cause du journal L'Express qui bravait la France. Mais si, c'est ce que je dis. Non, mais vous, attendez. Vous dites, il faut se repentir de ce qu'on a mal fait. Vous êtes là qu'il faut faire les deux. Non, vous êtes là à stigmatiser. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il faut tout assumer. Vous savez, Napoléon disait, de Clovis au comité de salut public, j'assume tout. Il faut tout assumer. Vous dites, il y a le mal et il y a le bien. Non, un pays, c'est un ensemble. C'est une histoire. Vous avez raison, je n'assume pas tout. L'histoire de France, elle est là. Mais c'est vrai que je me sens fier d'appartenir à un pays qui a produit François Mauriac, un homme de droite anticolonialiste. Je suis fier d'appartenir à un pays qui est celui de l'appel du 18 juin, c'est-à-dire un général maurassien qui refuse de se plier aux diktats de l'histoire et à la dictature. Et j'ai honte, en revanche, d'appartenir à un pays qui a accepté Vichy, la capitulation, les lois anti-juives, l'étoile jaune. L'histoire de France, c'est les deux. Et je crois que ce que nous devons dire aux jeunes gens d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas des veaux, c'est qu'ils ne sont pas des bœufs qui doivent tout endosser et aller droit dans le mur. Dans l'histoire de France, il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser. Il y a des choses qui nous donnent de nous-mêmes une belle image. Oui, et il y a des choses qui nous donnent de nous-mêmes une image navrante, une image sinistre. Je suis d'accord avec Zemmour, monsieur Lévy. Vous faites vraiment un déséquilibre entre le négatif et le positif. Pourquoi ne pas insister qu'un socialiste est à la tête du FMI? Voilà ce qui me paraît beaucoup plus. Parce que ce n'était pas le cas encore quand j'ai écrit ce livre. Oui, c'est tellement simple. Oui, mais enfin, je trouve calme. Même avant qu'il le soit, vous comprenez bien que voilà. Comment voulez-vous que je puisse, avant qu'il ne le soit, me réjouir du fait Non, mais c'est pas le PS. Non, vous êtes de mauvaise foi. Non, vous êtes de mauvaise foi, parce que c'est pas le PS qui vise à travers ça. C'est l'extrême gauche. Non. Alors, juste une chose, parce qu'au PS, il y a quand même quelqu'un qui le vise, et on n'en a pas encore parlé, et je vous parlais tout à l'heure de Ségolène Royal, donc manifestement vous croyez en elle pour éventuellement aller vers cette ouverture au centre, vers Bayrou, sauf si elle continue à se faire éventuellement conseiller par Jean-Pierre Chevènement, comme vous semblez le dire dans ce livre. Vous dites que pendant la campagne présidentielle, il y a un homme qui lui a nui. Ça, je l'ignorais, pas mal de gens l'ignoraient, à ce point-là. Alors, c'est peut-être lui qui a eu l'idée du drapeau sur les balcons, le drapeau français. C'est pas lui, c'est elle. Si on vous lit, on peut penser ça, en tout cas. Chevènement, ça a été le mauvais inspirateur de Ségolène Royal. Donc, est-ce que vous lui avez reparlé depuis la sortie du livre? Et il paraît qu'elle serait pas du tout d'accord et pas contente de ce que vous racontez sur Chevènement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, bien sûr. Elle est fidèle à Chevènement, qui, je crois, lui a été très loyal, et elle a raison, mais encore une fois, moi, je suis... Mais vous la reprochez directement? Vous êtes parlé depuis? Oui, elle m'a dit que j'avais tort sur Chevènement, que j'étais injuste, que d'ailleurs les idées que je prête à Chevènement étaient les siennes, etc. Naturellement, mais ça, c'est pas mon affaire. Franchement, je suis pas socialiste, je suis, comme je vous le disais tout à l'heure, un homme libre, et moi, mon souci dans ce livre, c'est vraiment comment ça se fait qu'on a une gauche, en France et en Europe, qui était absente sur la question du Darfour, qui est absente aujourd'hui sur ce qui se passe en Birmanie. Ce qui se passe en Birmanie est une affaire énorme. Moi, je me rappelle la gauche à l'époque du Chili, dans ma jeunesse. Le Chili, il y a 30 ans, c'était comme la Birmanie aujourd'hui. C'était une junte militaire et c'était une jeunesse qui manifestait dans les rues et qui se faisait emprisonner, torturer et assassiner. À l'époque, la gauche était vent debout contre le Chili. Aujourd'hui, elle est aux abris. Il n'y a personne sur la Birmanie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une gauche qui accepterait de penser que le prolétariat d'aujourd'hui, c'est les bons birmans? Que ces hommes qui se font matraquer, attachés à des arbres, prendre au lasso et assassiner parce qu'ils manifestent en silence et en priant, qu'est-ce que c'est qu'une gauche qui se fout des moines birmans? Moi, c'est ça qui m'importe. Qu'est-ce que c'est qu'une gauche qui s'excite sur cette affaire sans grande importance de l'Arche de Zoé, alors, des 103 enfants. J'allais y venir. En acceptant qu'il y ait des dizaines de milliers d'enfants au Darfour qui soient enrôlés dans les milices. Alors, j'allais y venir, parce qu'on va profiter de la présence du ministre de la Défense, monsieur Morin. Effectivement, dans le journal Le Parisien cette semaine, vous prenez la défense de cette association. Pas la défense, non, je dis qu'ils doivent être jugés. Je dis, qu'ils ont commis une grave faute. 2, que c'est un vrai problème dans le mouvement humanitaire, les gens sans métier, les amateurs qui font n'importe quoi. 3, que ça risque de porter un grand discrédit sur la cause humanitaire en général. Tout ça est clair. Mais je dis qu'il faut arrêter de marcher sur la tête. Le vrai problème, c'est pas les 103 enfants qu'une bande de pieds nickelés ont essayé d'enlever illégalement. C'est les 50 000 enfants qui ont été massacrés par les janjaouides. C'est les dizaines de milliers d'enfants que le président du Tchad enrôle dans ses milices d'enfants soldats. Et c'est les 2 millions de personnes déplacées dans des camps où il y a toutes les nuits des viols de femmes et des enlèvements d'enfants par les tribus de miliciens des deux côtés. Donc là, je dis qu'on est juste en train de fabriquer une espèce de procès en sorcellerie absurde
à propos de cette bande de personnes qui, en effet, c'est pas des méchants hommes, c'est des amateurs, c'est des farfelus, mais c'est pas des criminels. Et Non, mais apparemment, surtout, le Quai d'Orsay était au courant, et moi je comprends pas non plus, un peu comme M. Lévy sur ce sujet, pourquoi on les stigmatise maintenant et qu'on les accuse de tous les maux, alors qu'apparemment, toutes leurs manœuvres étaient connues déjà. Alors pourquoi aujourd'hui... Alors, Monsieur Morin, on a même accusé évidemment votre ministère, l'armée, de les avoir aidés à aller jusque là-bas. Vous dites que, comme pour d'autres associations humanitaires, effectivement, vous avez prêté vos services, mais pas plus que ça. Mais le ministère des Affaires étrangères n'était pas plus au courant, enfin à mon sens, que personne d'autre. Ils se sont présentés sous le nom d'une association qui s'appelait Arche de Zoé. Ils sont allés au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, ils ont dit voilà, on veut faire une opération humanitaire pour les enfants réfugiés du Darfour qui sont au Tchad. Et puis on leur a dit, bah, écoutez, votre opération humanitaire, on vous la déconseille, voilà. Le mois de juillet s'est passé, et au mois d'août est arrivée au Tchad une association qui s'appelait non plus Arche de Zoé, mais Children Rescue, chargés de mener une opération humanitaire. Ils sont allés voir les autorités tchadiennes. Les autorités tchadiennes leur ont donné un laissez-passer leur permettant de circuler sur le territoire tchadien pour mener des opérations humanitaires à l'est du Tchad. Et donc, ils ont, à partir de cela, fait ce que font les près de la centaine d'ONG qui intervient dans l'est du Tchad. Ils sont allés voir les militaires français en disant voilà, on veut mener une opération, un orphelinat, soigner des enfants à l'est du Tchad. Est-ce qu'on peut avoir le concours des Transals de l'armée française? Ce que l'armée française fait en permanence, pour vous donner une idée, nous avons transporté pour la 75 ONG depuis le début de l'année plus de 200 tonnes de fret humanitaire. Et donc ce fret humanitaire qui a été transporté, il a été transporté en vertu d'une autorisation donnée par un État souverain et indépendant qui est le Tchad. Et donc, Mais sans connaître le tort que vous pourriez... Moi, j'ai vu les papiers en tête de cette association. Mais sans savoir quelle est... Pardon de vous interrompre, mais sans savoir vraiment, finalement, quelle est cette association. Mais c'est pas à nous de faire les contrôles des ONG qui interviennent sur le terrain. On n'est pas une dictature assurant le contrôle de chaque association qui intervient sur le terrain. Pour l'instant, moi je crois qu'il faut faire très attention, Non, parce non, qu'on est en train de se préparer un remake de l'affaire des infirmières bulgares en Libye. Alors, vous allez voir. Non, mais... Si, quand on écoute le président Déby, il y a un côté prise d'otage, la manière dont il monte le ton, dont il parle maintenant de pédophilie, de trafic d'organes. On est en train de transformer ces 9 ou 10 Français, ce pilote belge, en double des infirmières bulgares avec un beau chantage d'État. Mais surtout, je vais vous dire, Bernard Werber citait tout à l'heure un beau, je crois que c'est vous, un beau proverbe japonais. Moi, je vais vous citer un proverbe chinois qui dit quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Dans cette affaire... Je vous prenne des petits déjeuners avec vous, parce que la j'apprendrai lune, des trucs. Oui, mais moi j'aime beaucoup Bernard Werber. La lune, c'est la guerre du Darfour. Attendez, la lune, c'est la guerre du Darfour, et le doigt, c'est l'affaire de l'Arche de Zoé. On est tous en train de se polariser sur cette malheureuse affaire pitoyable, ridicule, navrante de l'Arche de Zoé, et plus personne ne parle, ou j'aurais aimé qu'on parle autant du vrai problème, c'est-à-dire la guerre du Darfour. Juste une chose, parce que j'ai entendu Princesse Erika, j'ai bien suivi l'affaire en France. Non, parce qu'il faut savoir que... Vous dites qu'en Espagne, c'est pas... Non, parce qu'il y a le personnel donc, aérien. Français, mais il y a des Espagnols. Il y a des Espagnols. Et je veux dire, ce que fait le gouvernement français, c'est de lâcher totalement ses ressortissants. Il y a une espèce d'écran de fumée là qui se fait. On se précipite sur... L'Espagne n'est pas autant impliquée que la France au Tchad, évidemment, monsieur le ministre. Exactement, c'est exactement le problème. En plus de ça, je trouve que Bernard-Henri Lévy oublie sur l'affaire du Darfour qu'il y a eu quand même quelque chose d'assez nouveau, c'est que la France a porté 2 résolutions aux Nations Unies, l'une pour mettre en place une force européenne, et ça sera la première force européenne de cette ampleur qui interviendra sur l'est du Tchad et le nord de la République centrafricaine pour assurer la protection de ces populations qui ont été déplacées, qui viennent du Soudan et qui désormais vont pouvoir bénéficier de la sécurité des forces européennes, et que de l'autre, on a porté une autre résolution des Nations Unies qui a été aussi votée à l'unanimité au Conseil de sécurité, où le Soudan, la partie du Darfour qui est au Soudan, sera protégée par une force hybride de l'Union africaine et de l'ONU. Et donc cette affaire-là, si je puis dire, grâce à l'action de la France, elle aura
largement été traité, espérons-le, dans les mois qui viennent. Alors justement, grâce au médiateur Kadhafi, parce qu'on dit que le colonel Kadhafi se propose comme médiateur, il vient chez nous en France Non, mais je crois pour vous acheter quelques rafales. Donc, je crois que la France et la diplomatie française sont en mesure et assez grande pour pouvoir tenter de faire Sans en sorte Kadhafi. que personne ne perde la face et que nos compatriotes puissent retrouver le sol français. Mais ils ont tout de même utilisé un faux nez pour aller mener une opération au Tchad et pour, pendant un mois, tromper même le Haut Comité aux réfugiés et l'ensemble des ONG, puisque pendant un mois, ils ont été abrités sous des tentes du HCR, que pendant un mois, ils ont participé à tous les briefings des ONG et que pendant un mois, on n'avait absolument rien à leur reprocher, sauf qu'un jour, il y a un avion qui s'est posé à Abéché pour embarquer ces mômes. Monsieur le ministre, rapatriez très vite les Français, jugez-les Oui. en France. Ne les laissez pas condamner aux travaux forcés au Tchad. Rapatriez d'urgence les trois journalistes. Personne n'a dit ça. Non, ah ben si, le président Déby dit ça et Oui, non, mais malheureusement, il y a des je parle parmi les Français. Voilà, voilà, ben c'est bien. Les trois journalistes dans les plus brefs délais. C'est scandaleux qu'un photographe de CAPA qui était là pour filmer, pour être témoin, soit pris dans ce qu'il faut bien appeler une rafle. Et puis enfin, bien sûr, je sais que le président Sarkozy a dit ça dans sa campagne, que le Darfour serait l'une de ses priorités. Mais c'en est une. J'espère que... Tant mieux. Vraiment, je vous le dis de tout mon cœur. Eh bien, attendez. Bernard-Henri Lévy, écoutez, je vous propose une chose. Je vais aller passer le 31 décembre au Tchad et en République centrafricaine pour aller voir les troupes françaises intervenir dans l'est du Tchad et en République centrafricaine. Je vous propose de venir avec moi passer le 31 décembre. Et bien avec ils n'ont vous. pas de chance dans les armées, parce qu'avant, ils avaient Michel Ayomari qui venait, ça leur faisait une femme. Là, maintenant, c'est vous. Ils auront Le 31 décembre, quand même, vous pourriez emmener Michel Ayomari avec vous. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais vous- Et hélas, un 31 décembre ne fera pas la paix. Donc, je vous accompagne volontiers le 31 décembre. Non, mais vous irez voir comme ça comment les choses J'ai se des passent. meilleures Je les ai- adresses, mais hein, je pour sais le bien, réveillon, mais si vous vous irez voulez. voir. Oui, mais je dis qu'il faudra davantage. Il faudra une volonté politique, il faudra une volonté diplomatique, et il faudra, c'est comme pour la Birmanie, des sanctions financières et économiques crédibles pour faire plier les dictateurs. Zemmour. C'est pas seulement en faisant des démonstrations de force. Cette affaire met mal à l'aise tout le monde aussi, parce que ça pose les accointances presque philosophiques, alors puisqu'on parlait de philosophie, entre droits de l'homme, humanitarisme, droit d'ingérence, et c'est une sorte de néocolonialisme en vérité, parce que on se mêle d'histoire avec c'est le fardeau de l'homme blanc. On est là à penser qu'on va faire le bien des gens malgré eux, et c'est ça la question qui se pose sous-jacente. Et ça, évidemment, c'est pour ça aussi que Bernard-Henri Lévy défend avec autant de vigueur ces associations, parce que moi je pense que Non, je ne défends pas cette association avec vigueur. Non, mais je dis qu'il faut la juger, mais en France. J'ai compris. Mais je veux dire, ça pose une vraie question. C'est que ce droit d'ingérence cher à Bernard Kouchner et à Bernard-Henri Lévy, moi je pense que c'est une forme nouvelle de néocolonialisme. Et quand j'entends Bernard-Henri Lévy, oui, parce que c'est une façon pour les Blancs de se mêler de ce qui ne leur regarde pas. Pour les Pourquoi Occidentaux, la démocratie, ce serait les Blancs? Mais attendez, parce qu'on a pourquoi parce que- les droits de l'homme, ce serait les Blancs? Non, Vous- c'est vous pas êtes- les droits de l'homme, c'est les Blancs. Sauf qu'on n'a pas à imposer aux Il autres s'agit nos pas de les régimes. imposer. Si, Mais on n'a attendez, pas- mais en Birmanie, vous avez des ils ont- centaines de Et alors milliers de Mais jeunes alors bonzes qui Et défilent alors dans les rues. Mais- On leur impose rien. Mais- C'est eux qui défilent au Mais nom oui, des droits de mais l'homme. oui. C'est eux qui Mais- veulent la mais je démocratie. suis d'accord. C'est eux qui veulent Mais la on n'a liberté. pas à intervenir On leur par- impose. On n'a pas à intervenir. Bah oui. Ils nous appellent au secours. On a à les aider. Mais- On a à reprendre leur message. On a à se faire écho de leur voix. On a à C'est- intervenir mais dans les instances internationales auprès de ceux qui les arment. Oui. Est-ce que vous savez qui arme le gouvernement Les birman? Chinois. Les Chinois. Donc nous avons, ça c'est Évidemment. notre job. Bonne réponse. Nous On y avons, ouais. bonne Je reviendrai en réponse. deuxième Donc semaine. nous avons à intervenir auprès de notre partenaire Mais vous- chinois. mais c'est pour pas notre qu'il partenaire, arrête d'armer justement. une junte Mais justement, ce n'est dont pas notre- l'essentiel de l'activité consiste, à s'enrichir et à matraquer. Oui, cher on Bernard-Henri n'exporte Lévy, pas les droits de l'homme. vous- Les Birmans sont assez grands Oui, pour absolument. désirer les droits de l'homme. Mais cher Bernard-Henri Lévy, Moi, j'ai justement, rencontré- j'ai ce n'est beaucoup pas pour notre la- partenaire, la Chine. Justement, ce n'est pas notre Mais c'est partenaire. notre Il y a des partenaire. rapports de force. Vous semblez les négliger ou les Non, oublier. comme je suis fier de mon pays et comme j'aime la France, j'aimerais les rapports de force qu'on les optimise, qu'on les joue le mieux possible. En Afrique, j'ai assez voyagé en Afrique, au Darfour et ailleurs.
On n'impose rien. Il y a un nombre très grand de gens qui croient en la démocratie, qui pensent que les droits de l'homme, c'est pas une idée qui nous appartient Mais à j'ai jamais nous, dit que ça nous hommes blancs appartenait. et son fardeau. Depuis quand la démocratie serait le fardeau de l'homme blanc? Mais- C'est le désir des peuples. Oui, mais sauf que... Oui, on n'a pas abordé tous les sujets qui sont dans ce livre, mais un mot quand même sur l'attaque donc du monde diplomatique et de Serge Halimi qui vous accuse en gros de traiter de nazi toute l'extrême gauche. Ils font d'ailleurs toute la liste de ceux que vous accusez d'être trop extrémistes et quasiment nazis. Ils vous accusent donc d'aller vers le libéralisme, vers le conservatisme aussi. Qu'est-ce que vous répondez donc? Ce papier, il vous a fait quoi quand vous l'avez lu? 2 pages entières, plus la une. Plus la une. Ben, ça, c'est formidable parce que le vrai sujet du papier, c'est pas tellement ce que vous dites, c'est comment ça se fait qu'on consacre autant de place dans les journaux et dans les émissions Il de reproche télévision. même à Demorand sur France Inter. Voilà. Comment ça se fait de que vous tout le avoir monde accueilli invite Bernard-Henri et servi Lévy la et que soupe. tout le monde l'accueille et parle de son livre? Et pour dire cela, ils consacrent des pages entières de leur propre journal, plus leur une. Donc ils vous font encore de la pub. Voilà. Consacrer des pages de son journal à dire qu'on me donne trop de pages, c'est quand même un certain paradoxe. Vous en sortez bien, bravo. C'est vrai, c'est vrai. Très bien. Après, sur le fond des choses, c'est vrai que je n'ai pas changé depuis 30 ans. Comme disait Éric Nolot, moi je continue de penser qu'on peut, par exemple, avoir, vous savez, comme disent les enfants, le fromage et le dessert, on peut avoir la liberté et l'égalité. On peut avoir le libéralisme et la justice sociale. On n'est pas obligé de choisir. Et on a le droit de penser. Et vraiment, vous savez, j'ai consacré ma vie à ça. Moi j'avais 20 ans ou 22 ans, je partais à l'appel d'André Malraux au Bangladesh pour essayer d'aider, je n'y ai d'ailleurs pas beaucoup réussi, un peuple en révolte. La démocratie, c'est pas une idée européenne. Les droits de l'homme, c'est pas une idée pour l'homme blanc. Il y a des idées qui sont assez grandes pour être universalisables. Ça, c'est vraiment le credo de ma vie. Nolo. Moi, je voudrais simplement... Vous appelez Nolo, Ouais, maintenant. non, mais je m'appelle Nolo. Je voudrais simplement, en conclusion, c'est une fois parce que Bernard-Henri Lévy aime Jean-Jacques Rousseau, donc j'ai trouvé une phrase de Jean-Jacques Rousseau pour lui, c'est « Méfiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin des devoirs qu'ils dédaignent de remplir chez eux. Tel philosophe aime les Tartares pour se dispenser d'aimer ses voisins. » Oui, mais c'est... Les tartares, mais pas l'entartage. Hein. Attention. Éric Nolot. Non, pour dire, je reviens un tout petit peu en arrière avant de donner ma conclusion, qu'il m'arrive d'être d'accord avec Bernard-Henri Lévy, Ah, quand même. et notamment sur le droit d'ingérence, puisque nous étions absolument dans le même camp du temps de la Bosnie et du Kosovo, et que Sarajevo et Srebrenica, ça reste, pour les gens de ma génération, ce que ça peut-être a représenté la guerre d'Espagne pour d'autres. Maintenant, il y a des choses je vous le redis, des choses qui me hérissent dans votre livre quand vous dites « je suis européen d'origine française ». Je trouve que ça fait très grand bourgeois, parce que la plupart des gens dans ce pays sont français d'origine modeste. Et je vais vous demander quelque chose, je vais peut-être vous servir d'inspirateur pour votre prochain livre. Occupez-vous du social et revoyons-nous pour en parler. Ça manque cruellement dans votre Voilà, le livre. rendez-vous est pris pour la prochaine fois, d'accord? Un mot quand même. Vous avez raison, bien sûr, français d'origine modeste, européen d'origine modeste. Je voudrais juste ajouter, Éric Nolot, que le signe et la preuve de la liberté d'un homme, quel qu'il soit, c'est d'être capable de penser, d'agir et de vivre en s'écartant un peu de son origine. Alors dans Jean-Jacques Rousseau, dans Les Mille, il y a une page magnifique où il dit qu'il y a 2 mystères qui le plongent dans une grande perplexité. C'est l'oiseau qui meurt de faim sur un morceau de viande et c'est le chat qui meurt de faim sur un tas de grains. Et il dit ça, c'est l'animalité. Et il dit que l'homme, ce qui fait son humanité, ce qui fait sa civilité, c'est qu'il est capable d'échapper à ses déterminismes, à son origine, comme disait Nolot, c'est-à-dire à être libre. Et je crois vraiment que tous ceux qui nous écoutent, et puis en tout cas une grande partie, ce qu'ils ont de grand, ce que les hommes ont de grand, c'est qu'ils sont capables de faire cela, d'échapper à leur détermination, de penser un peu à côté d'eux-mêmes. Alors on n'est pas obligé d'être d'origine modeste pour penser les gens modestes, on n'est pas obligé d'être musulman pour penser l'islam, on n'est pas obligé d'être homosexuel pour penser l'homosexualité, on n'est pas obligé d'être femme pour penser la féminité. Voilà. Est-ce qu'il y a une solidarité de Bernard Werber? Est-ce que vous êtes prêt à lire? Est-ce que vous avez déjà lu du Bernard-Henri Lévy? Oui, tout à fait. De toute façon, j'ai reçu le livre, donc j'ai pu... Ce que je trouve de très important, ce qu'il a relevé, c'est que le vrai combat, c'est quand même lutter contre les dictatures, notamment la Birmanie et ce qui se passe au Darfour, et j'allais ajouter aussi la Corée du Nord.
il y a encore des dictateurs, des sortes d'uburois, qui ont comme plaisir de massacrer leur propre population. À ce moment-là, si au nom de la souveraineté de l'État, on n'intervient pas, ben c'est de la bêtise. Alors tant pis, moi je préfère la mondialisation et on empêche un dictateur fou de massacrer sa population, plutôt que le respect des frontières et on laisse le type faire des dégueulasseries. C'est au-delà des partis. C'est au-delà. Allez-y, Zemmour, on est parti pour un tour. Non, mais parce que c'est très important. Vous ne faites pas de la politique, vous faites de la morale. Et ce que vous... Si. Mais attendez, non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Non. Heureusement que les écrivains, Non, je veux finir. Le respect de la souveraineté, je veux finir. Le respect de la souveraineté des États. C'est pourquoi on a inventé cette souveraineté des États et ce respect de la souveraineté des États, parce qu'on sortait des guerres de religion. Et les guerres, c'est exactement là où vous nous emmenez. C'est-à-dire, non, c'est pas servi à une époque. Ça ne sert Ça plus sera parce que d'autres c'est guerres de obsolète. religion. Mais non, c'est pas obsolète. Pas du Je tout. vous parle d'une autre notion, c'est ne pas supporter de voir un être humain souffrir. Après qu'il Mais souffre ça dans une n'existe structure qui a été créée artificiellement au nom de petits rois qui ont fait des guerres, c'est quoi les nations? Non, j'ai pas C'est des gens qui à un moment, c'est des chefs de guerre, qui à un moment avez sont dit non, arrivés, monsieur le ministre, hein. sont arrivés à faire des limites de leurs frontières sur des rivières et des montagnes. Et ben voilà, Mais Berbère. c'est Il y a donc les solidarités. c'est ça qui a fait non, la réponse non. à ma question. On s'en va. Parce que Ce je n'est Ne que vous des croyez pas pas encore obligé de dictateur. prendre le point de vue de la politique. Mais je prends pas le point de vue de la Heureusement qu'il y a politique. des écrivains pour faire de Il y a la un morale. dictateur ici, c'est moi. Alors, c'en est fini de ce débat. Voilà. Et je voudrais demander à Stevie si on lui a donné envie de lire le dernier Bernard-Henri Mais Lévy. j'ai commencé à lire Ah, c'est parce que vrai je l'ai reçu aussi. C'est très intéressant. Mais je préfère en fin de compte vous écouter que vous lire. C'est moins fatigant. Mais non, parce que Je crois que ça, c'est une invitation. Parce que mais vous il peut vouliez y à la avoir maison dialogue. le lire, Bernard. Parce qu'on a toujours 1000 questions à lui poser. Quand vous êtes là, on peut vous dire mais pourquoi ça? Enfin, je suis très curieux. Moi, je m'étale surtout. Donc, il va lire le livre et après, vous déjeunez bien avec Ségolène Royal, vous pouvez déjeuner avec Stevie. Alors attendez, je vais partir d'ici avec un Ça, c'est pas programme. gentil ce qu'elle vient de faire. Pardon, madame J'ai Royal. un réveillon dont je me réjouis et j'ai un déjeuner avec Stevie, top là, Avec votre femme aussi. et avec Ariel qui vous aime beaucoup et qui a beaucoup d'admiration pour Princesse Erika. Vous qui va- l'embrasserez notre part. Oui, Elle va je vais bien, moi, l'embrasser je de votre part à tous les deux. Mais pourquoi vous aimez beaucoup Ariel? Ah, je l'adore. Ah voilà, qu'est-ce qui vous C'est plaît? l'une des rares comédiennes à qui j'envoie mes vœux. Ah oui? Mais je peux vous dire, alors je vais vous faire une confidence, je ne sais pas si on peut se dire tout Allez-y, ça sur le oh, bah, plateau, allez-y, au point où mais on en est. elle vous le rend bien, au point même que parfois ça m'agace un peu. Ça m'agace un peu. Aucun risque avec les Je ne crois pas. Non, je Ne me dites crois pas qu'il y a des cette théorie. posters de Stevie dans votre chambre, Bernard-Henri Lévy. Non, mais chaque fois qu'on le voit dans une émission de télévision, je vois bien, elle me dit, ah, mais oui, il est formidable, etc. à Et la je vraie- ne parle pas de ses sentiments coupables pour Laurent Ruquier. Parce que ça, c'est une très vieille histoire. Et ça, je ne veux pas vous faire rougir. Vous l'embrassez de notre part, celle la vraie, hein, pas celle du musée Grévin. Hein, parce que pourquoi ils vous ont pas mis côte à côte au musée Grévin d'ailleurs? Mais ça, c'est d'une grande cruauté. Mais alors, Ariel a eu un mot tellement Je joli. l'ai lu, très joli. Elle a dit qu'elle était très heureuse, que sa seule petite tristesse, en effet, c'est que nous soyons séparés. Moi, je suis entre Sartre et Hemingway, et elle est entre Thierry Lhermitte et un autre comédien. Et elle dit, mais la nuit, quand tous les gardiens de musée seront partis et auront fermé à double tour les portes de Grévin, alors nous nous rejoindrons silencieusement et secrètement entre les deux pièces où nous aurons été relégués. Bah, j'irai Et la nuit c'était- pour voir ça. et c'était très poétique. Bernard-Henri Lévy, ce grand cadavre à la renverse, c'est chez Grasset le livre qui fait la polémique en ce moment. Lisez-le pour vous faire votre propre jugement. Merci Bernard-Henri Lévy. Vous avez peut-être déjà là une réaction sur tout ce que vous avez entendu puisque vous étiez en coulisses, que ce soit sur le livre de Moix et l'affaire Polanski, que vous abordez d'ailleurs dans Pièces d'identité. Vous aussi, vous prenez la défense de Polanski dans ce livre, ou sur le voyage d'Arnaud Klarsfeld à Haïti. Oui, sur l'affaire Polanski, en tout cas, il y a deux choses que j'aimerais ajouter à ce qu'a dit Yann Moix tout à l'heure. La première, c'est que j'ai rarement vu des gens qui prétendent s'occuper d'une victime, c'est-à-dire porter la voix d'une victime,
et écouter aussi peu ce qu'elle a à dire. Parce que c'est vrai que la victime dans cette affaire, Samantha, la seule chose qu'elle dit et qu'elle supplie qu'on entende, c'est qu'on la lâche et qu'on abandonne cette histoire, qu'on cesse de la tourmenter. Or là, il y a des défenseurs de la victime qui n'ont aucune espèce de souci de ce qu'elle peut ressentir et vouloir. Ça n'a pas de valeur juridique, elle peut le demander. Oui, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir des gens qui, soi-disant, se présentent comme les défenseurs des victimes de la pédophilie. Là, il y en a une. Et elle dit une chose, elle dit « Je vous en supplie, arrêtez. Oublions cette histoire. Fichez-moi la paix, fichez-lui la paix. » Et la deuxième chose qui est importante, j'entendais en effet, c'est que contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas vrai que les collègues de Polanski, que les riches et les nantis se seraient portés à son secours et qu'il y aurait d'un côté les petites gens contre et de l'autre côté les beautiful people pour. C'est faux. Les collègues de Polanski, pour la plupart, ont été aux abris pendant toute la période, depuis le début de cette affaire. Et les gens qui l'ont soutenu, la pétition que j'ai lancée sur le site de la règle du jeu, c'est des simples citoyens, c'est des simples gens, des Français, des Américains et des Suisses. Enfin, il y a quand même une pétition de cinéastes et d'intellectuels américains et français pour le défendre. Et une première intervention. Et surtout, ce qui a déclenché la polémique, j'ai rien dit tout à l'heure, mais... C'est la première intervention de Frédéric Mitterrand ? Mais évidemment. Oui. Et c'est pas, contrairement à ce qu'on dit, la meute des méchantes personnes jaloux et médiocres qui voulaient se faire l'artiste. Non, il y a ça aussi, c'est Eric, on en parle. Il y en a non, ça. c'est parce que Frédéric Mitterrand et les gens comme vous ont défendu vigoureusement Polanski que les gens ont dit c'est deux. Non, on a été si mais bien peu sûr, vous êtes si peu, mais nombreux je suis à défendre Polanski. Et il y a même des gens. Il y a le cas d'Emma Thompson, cette actrice britannique, oscarisée, etc., qui a signé et qui a désigné le lendemain et qui a inventé le tourisme pétitionnaire. On fait un petit tour dans une pétition et puis on s'en retourne, on rentre chez soi. Vous avez raison, vous étiez peu, mais vous étiez très visible. Il faut arrêter avec le schéma simple des gens célèbres qui soutiennent le complot des célébrités. Voilà. Oui, c'est pas la ferme des célébrités. Alors moi je veux bien arrêter. Et c'est pas le complot des célébrités. Moi je veux bien arrêter avec le complot des célébrités, mais alors vous arrêtez avec la méchanceté du populo qui s'en prend toujours aux artistes, etc. Non, si vous acceptez ça, moi j'accepte d'arrêter. J'ai jamais parlé de populo. Moi je dis simplement. Non mais c'est là, vous affirmez en fait la thèse de Yann Moix. Moi je n'ai jamais parlé de populo. Je dis au contraire qu'il y a beaucoup plus de gens que vous ne pensez qui sont indignés parce que ça tombe sous le sens qu'on vienne 32 ans après chercher un père de famille qui n'est pas un pédophile. Un pédophile, c'est un récidiviste. Mais on est d'accord. C'est quelqu'un qui recommence. Donc, la plupart des gens qui nous écoutent, j'en suis certain, pensent ça. En revanche, il y a des cinéastes qui vont à la télé comme on allait au commissariat en des temps beaucoup plus sombres, comme M. Luc Besson, et qui, sans qu'on les ait Monsieur Lévy, on peut ne pas être d'accord avec vous sans être un flic. Il faudrait que vous mettiez ça dans la tête. C'est pas une ça. fois pour toutes. Est-ce que vous croyez que c'est tellement que c'était si important, le jour de l'arrestation de Polanski, d'aller au journal de 20h pour dire qu'il méritait l'emprisonnement? C'est ce qu'il a estimé. En quoi ça en fait un flic? Ah ben ça s'appelle venir dénoncer, ça s'appelle le macartisme dans d'autres temps. Vous concluez en tout cas ce texte sur Polanski par ces phrases. Je ne connais guère Roman Polanski, vous le rappelez, mais je sais que tous ceux qui de près ou de loin trempent dans ce lynchage se réveilleront bientôt horrifiés par ce qu'ils ont fait honteux. Je crois très profondément que les gens, comme toujours dans ces phénomènes de meute, vont en effet se réveiller et se dire mais tout ça a été, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Alors c'est un des nombreux sujets. Celui-là, c'est quelques pages seulement. Un des nombreux sujets abordés dans Pièces d'identité. C'est le plus gros livre des deux, puisque vous en publiez deux en même temps chez le même éditeur, Grasset. Bon, alors, nous sommes trois dans cette émission, Bernard-Henri Lévy. On se partage le travail dans ces cas-là quand on reçoit comme ça, pour une semaine, un livre aussi épais que celui-là, même si on a eu l'occasion parfois de lire quelques textes parce qu'ils ont été publiés dans la presse auparavant. Mais moi, comme c'est moi le patron, j'ai dit à Zemmour et Nolot, vous lisez celui-là. Et je prends celui-ci. Voilà. D'ailleurs, je disais à mes camarades tout à l'heure, j'ai pas pour autant choisi la facilité parce que je pense que celui-ci, en dehors évidemment de la taille et du poids, est beaucoup plus abordable et facile à lire. Il est plus distrayant. Voilà, il y a des textes que celui-là. D'abord parce qu'il y a des thèmes d'actualité qui m'intéressent, tandis que là, alors voilà, là, je suis parti, j'étais quelques années en arrière. Vous êtes héroïquement sacrifié. Ah oui, là, j'étais en cours de philo, là, et alors Dieu sait que j'aimais pas ça, mais alors bon.
Alors là, mais bon, en même temps, vous m'expliquez ce qu'est un philosophe, en tout cas, ce que vous êtes comme genre de philosophe, et surtout ce livre, j'ai cru comprendre, était l'occasion de rappeler que vous étiez et que vous restiez un philosophe avant tout. Même si vous avez votre façon à vous de philosopher. C'est ça, le but de ce livre? C'est un des buts du livre, oui, dire moi et puis d'autres que, en effet, on peut s'occuper de, on peut enquêter sur la mort de Daniel Pearl, on peut enquêter sur les guerres oubliées, on peut s'intéresser à tous ces sujets. On peut s'intéresser à la montée de l'islamisme radical, on peut s'intéresser à tout ça et le faire en philosophe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le faire en philosophe? C'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce petit livre. Alors, ce petit livre, on en a encore plus parlé peut-être qu'il n'aurait fallu cette semaine à cause, on va tout de suite évacuer le problème, à cause d'un philosophe qui n'existe pas et que vous citez, page 122, le fameux Botul. Alors, comment vous êtes fait piéger comme ça, Bernard-Henri Lévy? Mais de manière, c'est une histoire hilarante. Et là aussi, je crois que... Non, mais ça vous fait vraiment rire de oui, vous être bien sûr que ça me fait... Non, mais pas de m'être fait piéger. Parce que moi, j'ai cru, j'ai vérifié tout de suite Botul. Mais bien celui-là. Attendez, Eric, toutes les pages, je vérifiais un nom, alors là... Laurent Ruquier, écoutez, c'est extrêmement simple. Il y a, et franchement, qu'on en ait fait une affaire, c'est ça qui est très amusant, parce que ça illustre l'hystérie et le panurgisme d'un certain système. Il y a un livre qui sort en 2004, qui est signé d'un monsieur Botul. Je trouve ce livre formidable. J'y consacre 3 lignes. Et on m'apprend 5 ans plus tard que monsieur Botul s'appelle pas monsieur Botul, mais s'appelle monsieur Pagès. Un peu plus de 3 lignes, soyez honnête. Non, 3 lignes et à l'appui d'une thèse, oui, qui occupe une page. Oui. Mais on m'apprend 5 ans plus tard qu'il s'appelle pas Botul, mais Pagès. Où est l'affaire? Oui, le livre reste très bon. Alors on me dit, mais un simple clic sur Wikipédia vous aurait convaincu du fait que Botul s'appelait Pagès. Sauf que moi, quand je lis un livre, je clique pas sur Wikipédia. Alors comment vous l'avez trouvé, vous, ce Botul? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais parce que je m'intéresse à la philosophie et que j'ai vu en 2004 paraître un livre sur Emmanuel Kant que j'ai trouvé passionnant. Et encore une fois, ce livre que l'auteur s'appelle Botul, Pagès ou Tartampion, ça reste un très bon livre. Sauf que vous faites tirer dessus à cause de cette Laurent, erreur. il vaut mieux avoir lu un philosophe qui n'existe pas que de ne pas avoir lu un philosophe qui existe. C'est pas faux. Mais il a lu le contenu. Voilà, c'est une histoire. Vous avez lu le Nouvel Obs comme moi. Alors c'est désormais chose faite. Toute proportion gardée. C'est un peu comme si Michel Foucault s'était appuyé sur les travaux de Fernand Reynaud pour sa leçon inaugurale au même Collège la de France. personne qui écrit. C'est Aude Lancelin qui écrit ça. Oui, elle a été la première à m'interviewer sur ce livre. Elle a organisé un débat entre Slavoj Zizek et moi. Elle ne savait pas non plus que Botul s'appelait Pagès. Elle a lu le livre, elle l'a annoté, elle nous a fait parler de tout ça. Elle ne le savait pas non plus. Plusieurs choses. Bon, sur l'affaire Botul, c'est vrai qu'on ne va pas faire toute la soirée là-dessus. En effet. Moi, je veux bien. Non, parce qu'il y a d'autres choses plus intéressantes. Bon, d'abord, quand j'ai appris que vous parliez d'un philosophe imaginaire dans votre livre, moi, j'ai cru que c'était une autobiographie. Mais apparemment, c'est pas ça. Mais non, il fait ce livre justement pour prouver le contraire. Non, mais la deuxième chose, c'est que votre explication est habile, mais elle ne tient pas tout à fait la route, parce que il n'a pas fait que ce livre, Jean-Baptiste Botul. Et quand on s'intéresse un peu au livre de Botul... Mais moi, je ne m'intéresse pas au livre de Botul, je m'intéresse à Emmanuel Kant. Oui, mais quand vous avez, dans la métaphysique du mou, vous avez des phrases de ce genre-là. Oui, Page 76, la valise à roulettes est une utopie. Ça vous met pas la puce à l'oreille? Mais attendez, je vous répète que je ne m'intéresse pas à ce monsieur Botul, ni à ce monsieur Pagès, je m'intéresse à Kant. Très bien. Même sur le livre sur Emmanuel Kant, vous savez, dès la note sur l'édition et la traduction, c'est tout de suite hilarant quand il explique que le texte a été écrit d'abord dans la langue des habitants de Nueva Königsberg, c'est-à-dire en allemand. Le texte a été traduit ensuite en espagnol, puis en anglais, puis on a choisi la version argentine dès le début. Mais naturellement, voyez, c'est un livre d'un début, on voit l'ironie. Et alors, Eric, tu sais que Jean Hippolyte n'a pas lu Hegel dans le texte, par exemple. Non, il en parle très bien. on voit bien le jeu. Éric Zemmour, il n'est pas interdit d'être un philosophe comme l'est ce monsieur, je sais pas, Botul ou Pagès, et d'être aussi capable d'ironie. Ça reste un bon livre. Moi, je reviens à mon petit manuel de philosophie, et vous allez voir l'enchaînement à propos de Botul, justement. Tout en quittant Botul, on va y rester, parce que, en fait, vous prenez c'est de l'autodéfense. C'est comme si vous saviez presque que vous alliez vous faire attaquer sur Botul. Peut-être même vous l'avez fait, vous devriez prendre ça, d'ailleurs. Vous devriez me prendre comme avocat, tiens, Bernard-Henri. Mais non, parce que je dis la vérité. Moi, je serais de vous, je dirais, je l'ai fait exprès, d'ailleurs. Non. Parce que quelques pages auparavant, dans le bouquin, vous nous expliquez bien que finalement, la lecture, il n'y a pas besoin d'avoir tout lu pour ensuite étaler une phrase ou deux. La lecture, vous piochez dans les différentes lectures et dans vos
dans les maîtres, dans les philosophes précédents. Vous dites que, voilà, vous préférez la lecture pirate, la lecture corsaire, la lecture qui se préoccupe moins d'écouter que de faire, de respecter que d'utiliser, la lecture comme un survol, vous dites même. Donc finalement, ça c'est votre défense. C'est très Non, simple. mais c'est même, C'est pareil avec c'est même pas. Oui, je l'ai lu quand même, c'est- votre bouquin. Bien sûr, et vous avez raison. C'est-à-dire qu'en effet, je pense que face aux grands textes, alors ça c'est pas un grand texte, mais les plus grands textes de la tradition philosophique, il faut être irrespectueux, il faut être irrévérencieux. Le pire des dangers, c'est d'être tétanisé par les grands textes, d'être tétanisé comme par le regard de Méduse. Et moi, si j'avais un conseil à donner aux étudiants, aux apprentis philosophes, c'est de ne pas se laisser tétaniser, c'est-à-dire paralysé par les grands textes. Les textes, il faut, je le crois bien sûr, il faut les violer. Il faut les provoquer, il faut les arraisonner. C'est en effet ma conception de la lecture. Alors, il y en a une autre. Il y a des lectures patientes, ruminantes, qui prennent à la limite autant de temps que l'auteur a mis à écrire son livre. C'est une autre manière de faire. c'est pas votre Ça cas. n'est pas la mienne. Vous êtes pour la philosophie voyou, vous écrivez. Alors expliquez-moi, ça veut dire quoi ça, la philosophie voyou? La philosophie voyou, c'est une référence à un merveilleux écrivain qui est Raymond Queneau, qui a publié un texte dans les Temps modernes en 1951. Et qui disait qu'il était partisan justement de cet éperonnement, de cet arraisonnement des philosophies des autres. Il pensait qu'on devait entrer dans une philosophie comme on entre dans une auberge. Sauf que vous écrivez un truc terrible, genre vous dites comme Queneau, je pense que sans voyou, pas de voyant, Ouais. et c'est sans le moindre état d'âme que j'ai depuis 30 ans et plus choisi le rôle du renégat, endosser l'habit du disciple indocile et déserter, c'est ce qui m'intéresse, c'est la fin de la phrase, et déserter ce mouroir de toute pensée qui est devenu l'université. Vous pensez que l'université est devenue un mouroir de toute pensée? Oui, je le crois. Je crois malheureusement. Et c'est très triste parce que là, moi, je suis un amoureux du savoir et de l'érudition et de ses procédures les plus savantes. Je pense que l'université française d'aujourd'hui, elle n'est plus ça. Ça n'est plus ce lieu où s'élabore la philosophie vivante. La vraie philosophie, elle se fait ailleurs. Elle se fait d'abord dans le silence de la bibliothèque de chacun. Peut-être qu'elle se fait dans la rue. Peut-être qu'elle se fait dans des échanges privés. Michel Foucault disait, par exemple, que la vraie philosophie, pour lui, elle devait se faire à la porte des prisons. Sartre pensait qu'elle devait se faire à la porte des usines Billancourt. Alors, je donne la parole tout de suite à Zemmour et Nono, mais j'ai encore une dernière question, puisque notre but, c'est aussi de rendre un peu la philosophie accessible. Absolument, mais ce soir. c'est exactement mon but dans ce livre, c'est de dire aux gens que la philosophie est accessible, Alors que là, c'est pas une sorte c'est pas un mausolée. Voilà. Alors, vous allez pouvoir peut-être donner l'exemple de la chouette et de la biche, parce que ça m'a bien plu, ce passage, la chouette et la biche, parce que là, Oui. on comprend plus facilement votre position. Alors, vous êtes plus pour la biche que la chouette. Hein. Alors, Oui. expliquez à nos téléspectateurs. Absolument. Ben, oui, enfin là c'est un vieux thème de la philosophie moderne et notamment un thème hegelien. C'est une phrase. Alors là, celle-là, je crois qu'on peut la citer. C'est la phrase selon laquelle la philosophie vient toujours trop tard, dit Hegel, et comme la chouette de Minerve, elle se lève à la nuit tombée. Donc ce que Hegel nous dit, c'est que l'histoire opère, les événements accomplissent leur course. Quand c'est des événements terribles, ils vont au bout de leurs conséquences terribles. Quand c'est des massacres, on va jusqu'au dernier mort du massacre. Et quand c'est fini, la philosophie, comme la chouette, prend son envol et elle va constater les dégâts, elle va compter les morts, elle va faire l'inventaire de ce qui s'est produit. Et vous dites, faut rééduquer la chouette. Je pense que cette philosophie-là, cette conception est terrible. Ne riez pas. Je pense que ce philosophe... J'essaye, moi, c'est mon premier philosophe, BHL. Je commence par là, moi. Alors, je pense que la philosophie ainsi conçue, elle a peu de risques de se tromper puisque l'événement est advenu, mais qu'elle ne sert plus à rien, sinon à faire le bilan. Donc je dis que j'aimerais bien, je rêve que à la chouette hegelienne, on substitue un autre petit animal, qui est un animal qui apparaît dans un texte beaucoup plus ancien, qui est un psaume de David, le psaume 22, qui est la biche de l'aurore, et dont le psaume dit qu'elle a deux vertus. La première, c'est de porter assistance aux affligés, donc aux victimes, de ne pas attendre qu'elles aient agonisé pour en avoir le souci. Et deuxièmement, le psaume et toute la tradition talmudique qui s'ensuit dit qu'elle a une deuxième vertu, c'est de se lever au point du jour. Autrement dit, de se précipiter
dans l'événement en train de se jouer et de tenter d'y accomplir son rôle. C'est terrible parce que j'arrive pas à vous imaginer en petite biche, mais faut que je fasse un effort Oui, d'imagination. moi non plus. Moi non plus. On est d'accord sur un point. Oui, moi non plus. Mais c'est quand même ça que j'essaye de faire. Mais il y a un autre son qui va sortir. C'est quand même ça que j'essaye de faire quand, au premier jour de la guerre de Bosnie, à l'époque où Sarajevo est sous blocus et inaccessible, quand j'essaie d'y aller, que j'y vais et que je rapporte mon témoignage. Je n'attends pas que l'événement ait accompli sa course dans l'horreur pour tenter de m'en mêler et de rapporter à l'époque... Est-ce qu'Ariel vous appelle ma biche à la maison? Comment ça se passe? C'est plutôt moi qui l'appelle ma biche. Vous la voyez se lever tous les matins en C'est même temps. plutôt moi. Eh ben voilà, nous sommes au cœur de la problématique biblique de la biche du matin, qui s'appelle aussi, alors dans une autre tradition, mais là c'est compliqué, la biche de Vénus. Donc vous tombez bien. Vous voyez, la biche du matin, c'est aussi la biche de Vénus. De la guerre en philosophie, c'est chez Grasset. Je crois que vous avez lu aussi celui-là, Éric Nolot, mais vous avez fait les deux, vous, pièce d'identité aussi. Alors, Il faut lire les deux parce que ce sont deux livres qui se contredisent en réalité. Donc on ne peut que les prendre de leur totalité. Dans Pièce d'identité, vous êtes incapable de la moindre ironie pour une raison simple, c'est que vous en refusez la forme minimale qui est d'accepter la critique. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, il a le droit, j'ai fait un petit choix, mais il y en a beaucoup, c'est qu'il appartient au clergé pensant parisien, c'est qu'il appartient aux curés et aux épiciers de la presse littéraire, ou alors membre des clergés politiques et littéraires. Ça revient à la même formule, avec d'infimes variations, une formule d'ailleurs que vous avez empruntée à Solaire, si bien que dans la même formule, vous versez à la fois dans le radotage et le psittacisme, ce qui fait quand même beaucoup. Cette forme d'ironie, vous ne l'acceptez pas parce que vous n'acceptez qu'une chose, c'est la génuflexion. Vous n'acceptez qu'une chose, c'est que Christine Angot, dans votre propre journal, publie 3 pages à votre gloire. Ça, c'est votre seul exercice philosophique ironique que vous acceptez. Vous savez de ce que j'accepte et de ce que je refuse? Je le vois dans votre livre, je le vois dans Le Point. Christine Angot, vous le voyez déjà dans ce livre? Non, Christine Angot, je l'ai vu dans Le Point, votre Oui. propre journal. Bon, alors évidemment, c'est comme c'est Angot, c'est de la bouillie verbale, mais c'est quand même censé être à votre gloire. Voilà la seule forme de critique que vous acceptez, qui est en contradiction avec ce que vous affirmez là. Le Point n'est pas mon journal. Là, je comprends pas bien ce que vous êtes en train de dire. Christine Angot est un des rares écrivains qui compte aujourd'hui, dont l'œuvre compte, et elle a écrit ce texte, en effet, que j'ai trouvé généreux et beau. Non, simplement, vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous dites que la philosophie est un exercice d'ironie. Vous n'acceptez aucun exercice ironique à vos dépens. Vous n'acceptez aucune critique. Mais ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Il y a des exercices d'ironie à mes dépens que je trouve... Botul, par exemple, ça vous a fait marrer. Ça m'a fait marrer. Voilà, Honnêtement, ça m'a fait marrer. C'est pas voulu, mais ça l'a fait marrer. Et ça ne m'a pas fait rire. Vous savez, les gars, quand on est en face de vous, c'est que quelque part, on accepte la critique. C'est pas faux, ça. Et malheureusement, ça nous fait pas toujours marrer, parce que là, il arrive que vous soyez drôle et il arrive que vous ne le soyez pas. Là, je vous trouve un peu Non, mais défaillant. Je donne la parole à Zemmour, puis je vous la redonne après. Je finis parce qu'il y a le lieu atopique. Vous dites c'est un lieu atopique. Non, toute votre vision du monde, c'est en fait dicté par un lieu, une situation, votre situation dans le monde, qui est celle d'un grand bourgeois. Il y a une phrase quand même fabuleuse, mais qui est vraiment assénée avec un ton péremptoire. Oui, allez-y. Oui, je vous en prie. Mettez bien le ton. Allez, surtout lisez-la bien. Oui, parce que c'est vous, alors j'essaie de mettre le ton. Faites honneur à ce texte. Il y a 3 sujets clés pour un Français d'aujourd'hui. C'est le syndrome Lecomte. Il y a 3 sujets clés pour un Français d'aujourd'hui: Vichy, la colonisation et aussi mai 68. Ben non, il y a 3 sujets clés pour les Français d'aujourd'hui, c'est l'emploi, le logement, puis je vais vous offrir un exemplaire du Parisien. Voilà, le stress du travail, le stress du trajet domicile-travail. Bernard Lévy ne lit que les nouvelles de Kaboul, peut-être qu'il devrait lire un journal plus... Ce qui m'étonne, c'est que vous n'avez pas lu le livre jusqu'au bout. Un des textes, pour moi, importants de ce livre, c'est justement, et ça, vous n'avez pas l'air d'être arrivé jusque-là, c'est un texte sur les nouvelles formes de misère sociale dans la France contemporaine. Les nouvelles Vous voulez dire formes... qu'il y a un texte à Libye, où je vous le concède bien volontiers. Comme un texte à Libye, il y a 30 ou 40 pages. Il y a aussi un texte sur votre hôtel à New York. Attendez une seconde. Où vous nous Il y a expliquez 30, que mais non. c'est très agréable de vivre à l'hôtel Carlyle. Oui, bien sûr, il y a bien 30 sûr. pages, il y a 30 pages sur ce que ça veut dire, la pauvreté aujourd'hui, en quoi cela renoue avec des pratiques que l'on croyait oubliées depuis le Moyen-Âge, et comment les pauvres d'aujourd'hui vivent une situation que ni Marx, ni les post-marxismes ne Alors, comment vous permettent expliquez cette d'expliquer. phrase ? Et je Comment dis vous expliquez ça ? qu'une vraie pensée de gauche aujourd'hui
elle devrait s'atteler à ça. Qu'est-ce que ça veut dire des gens qui sont plus en bas de l'échelle, mais qui sont tombés de l'échelle? Qu'est-ce que ça veut dire des gens qui ne sont plus mal placés dans l'espace social, mais qui sont hors espace? Qu'est-ce que ça veut dire des gens qui ont le sentiment, et il y en a des millions dans la France d'aujourd'hui, de ne plus compter pour rien? Mais ça prouve que Mais vous avez... ça veut dire que je réfléchis. Non, ça prouve que vous avez progressé depuis le grand corps de Conclave à la renverse. Oui, parce que ça, c'est si vraiment dans ce livre, qui a 2 ans je crois, il n'y avait pas une once de conscience sociale. Et je crois qu'au-delà, c'est pas démagogique, pardonnez-moi, de vous rappeler que vous êtes membre de ce que Jean-Pierre Chevènement, un de vos ennemis, appelait les élites mondialisées, et qui fait que votre regard sur la mondialisation et sur l'économie n'est peut-être pas le même que d'autres qui n'ont pas votre situation sociale. Ce n'est ni démagogique ni insultant. Il y a là, effectivement, vous avez mis beaucoup de temps à comprendre les conséquences réelles de la mondialisation. Je me souviens dans votre livre, vous exaltiez cette mondialisation et vous incitiez la gauche à vous coucher devant le libéralisme mondialisé. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu la crise qui a fait exploser le modèle. Ne faites pas seulement de ne pas comprendre. Mais Il y a deux... Non, attendez. Il y a 2 mondialisations. Il y a la bonne mondialisation que je continue de célébrer. C'est celle qui exporte des droits. C'est celle... Voilà. Et puis il y a la mauvaise mondialisation, qui est celle qui profite des zones de non-droit pour y faire travailler des gens comme des esclaves et pour multiplier les systèmes de servitude. Il y a une bonne et une mauvaise mondialisation. Et la pire, ce que je dis, attendez, je n'ai pas changé d'avis depuis le grand cadavre à la renverse. Ce que je dis, c'est que la solution face à ça, c'est sûrement pas de se replier vers le souverainisme et vers le nationalisme. Merci de me faire la... Vous êtes encore meilleur que Laurent pour faire les transitions. Il n'y a pas, permettez-moi de vous répondre, il n'y a pas 2 mondialisations, c'est la même. C'est-à-dire que c'est le fait que des gens comme vous ont défendu les droits de l'homme partout dans le monde, ont défendu le droit d'ingérence, c'est-à-dire la négation des frontières et des souverainetés, qui fait que dans ce cadre-là mondialisé et sans frontiérisé, les entreprises, les capitaux, les mafias se sont engouffrés et ont échangé les marchandises, les capitaux et les hommes. C'est donc vous et les gens comme vous qui ont donné le cadre idéologique qui a permis l'érection de cette nouvelle mondialisation qui fait tant de pauvres dans tous nos pays. Mais il faut être cohérent. Il faut être cohérent idéologiquement. Être cohérent, ça veut dire que la mondialisation aujourd'hui, c'est le théâtre d'une guerre, c'est le théâtre d'un combat, d'une bataille idéologique. Il faut en effet faire une guerre impitoyable aux patrons voyous qui profitent du fait que quand ils n'ont pas le droit de faire leurs cochonneries en France, ils peuvent aller les faire dans tel ou tel pays lointain, en Asie ou en Afrique. Et en même temps, il faut se réjouir du fait que ce que vous avez l'air de détester, qui est l'ingérence, permette d'aller défendre les droits de l'homme, d'aller exporter la démocratie, d'aller soutenir surtout les femmes et les hommes qui défendent les valeurs démocratiques sous la tyrannie. On peut faire les deux à la fois. Non, vous voulez le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière. Ça, c'est incohérent idéologiquement. Et attendez, deuxièmement, j'ai bien compris que votre ennemi, c'était ce que vous appelez le souverainisme, donc la souveraineté des nations, c'est-à-dire la liberté des nations, a justement résisté à ce rouleau compresseur de la mondialisation, et vous l'affublez immédiatement de l'insulte suprême pétainisme. Hein, je vous rappelle accessoirement que justement Pétain a soumis la souveraineté française à la botte allemande, et que c'est justement tout le contraire, et que le vrai souverainiste, c'était le général de Gaulle. Mais évidemment, la souveraineté française, c'était lui. Ça me paraît évident. Deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est que vous défendez, vous vomissez le souverainisme, les souverainetés des nations, que vous affublez de commentaires fascisants, c'est tout de suite Barès, la terre et les morts, c'est tout de suite Maurras, le nationalisme intégral, mais il y a des exceptions. Alors, il y a des exceptions. Il y a la petite exception, comme la Bosnie, par exemple. Ça, c'est votre fantasme. Attendez, je finis. Je vous ai laissé parler, moi, mais rapidement, alors. Ah non, pas rapidement, justement. Ah bah si, quand même. Mais non, parce qu'il parle depuis très longtemps. Donc, là, il y a la Bosnie, parce que ça, de toute façon, c'est une fausse nation. Donc, vous savez très bien qu'elle on n'aura pas le temps d'aborder d'autres thèmes. Mais j'aborderai d'autres thèmes. Il faut être rapide. Et puis, vous ferez ce que je dirais. Et puis, il y a un pays, les États-Unis, où là, vous ne critiquez jamais le souverainisme américain, qui fait absolument tout ce qu'il veut, mais évidemment, ça, c'est l'empire. En fait, votre internationalisme et votre droit d'ingérence et votre droit de l'homisme ne fut en fait, comme votre copain Glucksmann, que le paravent de votre évolution trentenaire. Vous êtes passé de l'empire
marxiste-léniniste, l'URSS, et vous arrivez aujourd'hui à l'empire américain. Vous êtes en fait toujours en quête d'un empire et d'un maître. Et c'est typique d'ailleurs de beaucoup d'intellectuels français. Alors on laisse répondre là. Absolument. Alors attendez, d'abord le souverainisme, vous n'avez pas l'air de bien comprendre. Moi, ce que je vomis, c'est quand le souverainisme, ça veut dire permis de chasse et permis de tuer. C'est vous qui l'appelez comme Attendez, c'est-à-dire quand le souverainisme, ça veut dire que une nation, à l'intérieur d'une nation, on a le droit de faire ce qu'on veut. Charbonnier et maître chez soi. Tyran fait ce qui lui sourit. Quand le souverainisme aboutit à dire qu'on n'a pas à se mêler, par exemple, de ce qui se passe au Darfour, parce que le Soudan est une nation souveraine, héritière d'une tradition d'anticolonialisme échappée aux griffes d'un empire, et que donc M. al-Bashir a le droit de se faire des cartons sur une partie de sa population, je hais cela. Lorsque le souverainisme, ça veut dire que tel ou tel, on pourrait prendre tant d'exemples, chef d'État tyrannique, sanguinaire, a le droit de se transformer en une sorte de comte Zaroff faisant la chasse à ses propres sujets, et quand le droit de disposer de sa nation veut dire le droit de disposer de son peuple, je trouve ça répugnant. Moi, voilà ce qu'est le souverainisme. C'est pas ça du tout, c'est vous qui l'avez. S'oppose à cela l'idée, en effet, qu'il y a quelque chose qui dépasse, qui est plus important que les frontières, qui est plus important que ces histoires de nations, qui sont les valeurs, qui sont la démocratie, qui sont le droit imprescriptible pour les femmes de montrer leur visage, d'être les égales des hommes, et ainsi de suite. Et un deuxième point dans le livre, je sais que vous voulez aborder, c'est de nombreuses pages qui sont consacrées au génie du judaïsme. Alors allons-y, et ce sera votre deuxième sujet. Ma deuxième intervention, voilà. très bien. Écoutez, j'ai lu tout ce passage-là avec beaucoup d'intérêt. D'abord parce que j'avais jamais... Non mais sérieusement, mais j'ai tout lu. Important passage. Mais oui, absolument. D'abord parce que j'avais jamais lu ça de vous aussi fouillé, je dirais. Et peut-être que j'ai raté quelque chose. Que c'est une réunion, un assemblage de conférences, si j'ai bien compris, fait un peu comme ça. Bon, évidemment, le titre, c'est une référence au génie du christianisme de Chateaubriand. Bon, vous écrivez moins bien que Chateaubriand, mais on en est tous là, donc c'est pas une critique. Mais sur le fond, ce qui m'intéresse, c'est que vous expliquez que, en fait, vous défendez une idée de ce que vous appelez le juif d'affirmation. C'est-à-dire un juif qui affirme sa religion beaucoup plus que on ne le fit par le passé, en particulier en France, et vous dénoncez avec une rare violence le juif du 19e siècle, le juif français assimilé, israélite français, dont la figure de proue, pour vous, particulièrement honnie, s'appelle Raymond Aron, que vous poursuivez comme ça de votre vindicte, c'est comme ça que je l'ai lu en tout cas, et ce juif français qui était quand même issu de la Révolution française, hein, vous le savez très bien, de cette phrase célèbre du duc de Clermont-Tonnerre, montant à la tribune de l'Assemblée et disant « Nous ne donnons rien aux juifs en tant que nation et tout en tant qu'individu », c'est-à-dire qu'on demandait aux juifs de modifier leur rapport à la religion. Un homme qui ne savait pas qu'une de ses descendantes serait dans la ferme célébrité quelques siècles plus tard. Grandeur et décadence. Oui. Et donc, on leur demandait de modifier l'approche de leur religion, c'est-à-dire de séparer le privé et le public, l'espace privé et l'espace public, et d'adopter ce thème laïque de la discrétion de la religion. Et vous expliquez que c'est très mal, qu'il fallait sortir de ça, qu'il faut être un juif d'affirmation qui affirme sa religion, etc. Et en fait, vous déchirez le pacte laïque assimilationniste français du 19e siècle, c'est-à-dire que vous incitez depuis une trentaine d'années, mais si, les juifs à sortir de ce pacte-là et à affirmer leur religion dans l'espace public. Et face à cela, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé depuis 30 ans, la République n'a pas bougé parce que parallèlement, vous rappeliez tous les jours la culpabilité de l'extermination des Juifs. Donc ces deux lignes-là comme ça, c'est exactement votre action depuis 30 ans. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui nous avons une autre religion dans l'espace français qui, elle aussi, ne connaît pas la séparation entre le public et le privé, qui, elle aussi, tient à desserrer les contraintes de l'assimilation, qui, elle aussi, veut s'affirmer. Le voile, c'est l'islam d'affirmation. On voit bien
Mais bien sûr, les demandes de halal, de cuisine halal dans les entreprises, dans les cantines, ça correspond exactement à ce juif d'affirmation qui demande la cuisine cachère dans les entreprises et dans les écoles. C'est exactement la même chose. Et là, vous dites, mais pas du tout. C'est scandaleux, c'est contraire à la laïcité. Vous critiquez Tariq Ramadan et vous dites que c'est un islamiste qui s'oppose à l'islam des Lumières, etc. Mais alors moi, je vais vous dire, après cette leçon de 30 ans, je trouve que Tariq Ramadan, par exemple, n'est pas votre adversaire. C'est votre meilleur élève. Il fait tout comme vous. Et d'ailleurs, il va, et je finis là-dessus, il fait tellement tout comme vous que pour lui aussi démolir le pacte laïque français, il tente de culpabiliser la République française en rappelant les massacres de la guerre d'Algérie, la colonisation, l'esclavage, etc. Donc c'est vraiment votre meilleur élève. Alors, c'est presque 300 pages hein, dans le bouquin, Le génie du judaïsme. Vous pouvez répondre à Éric Zemmour. Mais alors, il a dit tellement de choses et que c'est... Vous me flattez. Oui, non, vous avez dit beaucoup de choses, mais tellement dans le désordre, avec tellement de confusion, que c'est vrai que je ne sais pas très bien par où commencer. Ramadan, votre meilleur élève. D'abord le mot de religion. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est une des leçons de ces 300 pages, c'est que justement, le judaïsme, c'est pas tout à fait une religion. C'est une des particularités. Quand je dis génie du judaïsme, ça veut déjà dire ça. Ça veut dire que le judaïsme est une catégorie qui n'est pas réductible, est un monde, un continent, un ensemble de textes qui n'est pas réductible à la catégorie traditionnelle de religion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis un partisan, mais plus qu'ardent, un partisan acharné de la laïcité. Et je suis sûr que vous aurez l'honnêteté de l'admettre, il y a plusieurs textes dans ce livre qui sont notamment un texte que j'ai prononcé devant le Grand Orient, devant les francs-maçons, qui est une apologie mathématique, une déduction par théorème de ce que est et doit être la laïcité, c'est-à-dire la séparation absolue des convictions et de l'espace public. Quiconque prétendrait contribuer au façonnement de la loi à partir d'une conviction privée ou à partir d'une foi personnelle doit être en effet dissuadé de le faire. La laïcité, ça veut dire ça. Liberté de conscience pour chacun, mais pas mêler ça avec la loi commune. Bien. Après, troisièmement, il y a eu en effet une tradition dans le judaïsme français. On les appelait, ils n'osaient même pas dire qu'ils étaient des juifs français, ils s'appelaient eux-mêmes des israélites français. Et qui consistait à dire au reste de la communauté, oh, rassurez-vous, le judaïsme, c'est presque rien. C'est pas ça. Vous les caricaturez, c'est comme le souverainisme. Même parce que vous passez votre temps à caricaturer les gens et après vous accusez les autres d'être confus. Laissez-moi parler. Je connais bien cette histoire. J'en viens. Et il y a notamment dans ce livre un texte auquel je tiens beaucoup sur une des figures qui s'est le plus débattue avec cette affaire-là, qui s'appelle Edmond Flegg, qui est le prototype de ce judaïsme de la pâte blanche, de ce judaïsme de l'invisibilité maximale, et puis qui a essayé de dépasser cela. Ces juifs-là, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient à la communauté nationale environnante, en Allemagne comme en France, c'était Hermann Cohen en Allemagne, ils imitaient la France, et c'était Edmond Flegg, le premier Edmond Flegg en France. C'était le judaïsme, c'est la révolution de 1789. La Torah, c'est le texte précurseur de la Déclaration des droits de l'homme. Rien de plus, rien de moins. Si vraiment le judaïsme, c'est ça, alors, attendez, ce que j'ai dit, c'est qu'alors, c'est pas la peine de continuer à s'embêter avec la Bible, avec le Talmud, c'est autant sacrifier tout de suite cette espèce d'énorme continent. Et ce que je pense, moi, c'est pas qu'il faut manger cachère dans les écoles, vous n'avez jamais lu ça sous ma plume, admettez-le. Ce que je dis, c'est qu'il y a un immense massif de textes, un trésor intellectuel, un trésor littéraire, un trésor de pensée, qui est la pensée juive, qui se trouve dans le Zohar, dans le Talmud et dans la Bible. Ce qui est terrible avec vous, c'est et vous l'avez dit, vous faites la guerre, donc vous caricaturez toujours vos adversaires, et deux, surtout, la réalité n'existe jamais. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais responsable de vos pensées, on reste toujours... Mais par exemple, là, je ne suis pas responsable de quoi ? On reste toujours dans le domaine de la pensée, et vous ne sortez jamais dans la réalité. C'est-à-dire que vous ne voyez jamais les dégâts dans la réalité de vos concepts philosophiques. C'est ça qui est le plus grave. Parce que là, évidemment, je suis d'accord avec vous, mais ce qu'il faut voir, c'est la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, l'affirmation religieuse, non, la réalité, ça veut dire... c'est des jeunes juifs en France aujourd'hui. Attendez, la réalité est la conséquence de ce que je dis. Peut-être. Et de ce que disent d'autres. Ce sont des jeunes juifs français qui sont parfaitement français,
qui sont des patriotes convaincus et qui sont néanmoins fiers d'être juifs, qui savent qu'ils sont les héritiers, qui savent qu'ils sont les héritiers d'une tradition de pensée, pas nécessairement spirituelle, pas nécessairement religieuse, parfois, mais une tradition de pensée qui fait honneur à la culture humaine. Vous dites que je ne suis pas attentif aux conséquences. C'est ça. Mais l'autre conséquence, c'est que, attendez, il y a un point que je ne voudrais pas laisser passer. Vous dites que depuis 32 ans, je culpabilise l'Europe sur le crime de la Shoah, La etc. France en particulier. Et la France en particulier. Mais heureusement qu'il y a des gens comme Simone Veil, comme les parents d'Arnaud Klarsfeld, et modestement comme moi, qui en effet ont insisté inlassablement sur ce point pendant 32 ans, car je crois qu'on a fait des progrès. Il y a 32 ans, ou il y a 35 ans, ou il y a 40 ans, ce sujet en France était tabou. Il y a 40 ans en France, quand il y avait la cérémonie du Vel d'Hiv, les voitures continuaient à passer et il y avait même pas on ne pouvait même pas tenir une cérémonie. Et François Mitterrand allait déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain secrètement. Ne venez pas vous plaindre de la concurrence victimaire. Ne venez pas vous plaindre. Mais on a le droit d'affirmer la vérité historique aussi. Mais bien sûr, mais ne venez pas vous plaindre. Quel rapport avec la concurrence? Mais ça a tous les rapports du monde. C'est que quand on érige une souffrance en sacré d'une société, évidemment, les autres disent, mais nous aussi, notre souffrance est sacrée. Mais ils ont raison, toute souffrance est sacrée. Ne venez pas vous plaindre de la concurrence victimaire. C'est normal qu'arrivant dans un temps de paix où il n'y a pas de guerre, s'il y avait une guerre, on ne parlerait pas du passé, mais il n'y a pas de guerre, il y a la paix. Donc en temps de paix, les gens se retournent, regardent en arrière, essayent de réfléchir sur leurs fautes pour que ces fautes ne se renouvellent pas. Donc qu'est-ce qu'il y a de mal à dire que, disons pour Vichy, que le régime de Vichy s'est rendu complice de la perte d'un quart des Juifs, que les trois quarts survivants doivent leur survie à la population française qui a réagi. Quel mal y a-t-il à se retourner et à voir la vérité? Je voudrais juste ajouter un point. Une fois de plus, vous ne voulez pas voir la réalité. Si, vous êtes dans le concept et pas dans la réalité. La réalité, Éric Zemmour, attendez, essayons de parler calmement. Mais je serai calme. La réalité, c'est que après, c'est Yann. Si vous regardez justement les souffrances d'aujourd'hui dont vous parlez, les grands massacres des 20 ou 30 dernières années, les guerres les plus ravageuses et le génocide du Rwanda, comme par hasard, les premiers à s'en être émus, les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme, les premiers à être sortis de la torpeur où nous étions tous, c'est en général justement des gens qui avaient la Shoah au cœur. Juifs ou pas juifs, naturellement. Bien sûr. C'est des gens qui avaient tiré les leçons de cette chose qui s'était passée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est eux qui ont été les premiers sur la Bosnie. C'est eux qui ont été les premiers dès l'été 80, dès le début de l'été 94, à dire qu'il se passait au Rwanda quelque chose qui n'avait de nom dans aucune langue, sauf la langue des génocides. Et ce sont eux qui aujourd'hui au Darfour crient dans le désert, justement parce qu'ils n'ont jamais cédé sur la culpabilité dont vous voudriez qu'on l'oublie. En fait, moi, je trouve que là, le débat, il est de très bon niveau. Je ne suis pas arbitre, je vais donner mon avis. Il se passe quelque chose d'important, là. Ce que dit Éric Zemmour, moi, je trouve ça, excusez-moi Bernard, très cohérent. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est d'une cohérence totale. Éric dit que les juifs assimilationnistes, au nom de la laïcité, ont une sorte de devoir laïque de mettre entre parenthèses leur particularisme et leur communautarisme aussi. Et si on peut pas faire deux poids deux mesures, gueuler contre la burqa toute la journée et ensuite dire. Merci de résumer ma pensée. En revanche, non mais parce que là il se passe un truc très passionnant. Je comprends donc. Je voudrais juste en parlant calmement. Les Juifs ont eu la possibilité depuis les Lumières, depuis Napoléon en gros, de s'assimiler. On est d'accord avec ça. Et je comprends parfaitement que des Juifs aient voulu, Jean-Claude Milner appelle ça les Juifs de savoir. Des Juifs qui en avaient peut-être marre des traditions torachiques et d'étudier la Torah et le Talmud et le Midrash toute la journée, ont donc décidé d'investir un nouveau domaine de savoir. Walter Benjamin par exemple, ou Hannah Arendt, ont dit il y en a marre du Talmud, je ne comprends rien, comme disait Edith Stein aussi, à ces élucubrations bibliques, et moi, je décide d'être de mon temps, un juif sécularisé, et donc un juif qui embrasse le corpus de la modernité. Et c'est là que je voudrais juste avoir ton avis, parce que moi, ça me passionne, ce sujet. Et je n'ai pas la réponse. Les Juifs qui ont cru pouvoir s'assimiler, les grands intellectuels du début du XXe siècle, là où ils se sont fait avoir, c'est que malgré tout,
l'Allemagne nazie les a quand même considérés. Non mais, je voudrais avoir ta réponse. Moi, c'est mon interrogation. L'Allemagne nazie n'a quand même pas considéré que l'assimilation a résolu le problème, puisque depuis les Lumières, les physiciens et les mathématiciens ont pris l'habitude de considérer que tout devait être expliqué par des équations. Il y a donc eu, à partir du XVIIIe siècle, un problème juif, et à ce problème, il a fallu trouver une réponse. On a essayé l'assimilation, la ghettoisation, et comme on n'a toujours pas trouvé de réponse, les juifs assimilés ont quand même été déportés. Et après, je me tais. Pourquoi il n'y a pas... Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a eu, après, c'est pas pour ramener tout à la Shoah, je te le promets, est-ce que tu crois pas qu'après la Shoah, les juifs dits d'assimilation, qui se sont quand même fait avoir en étant déportés, n'ont pas eu le réflexe de transformer, comme dit Lévinas, cette malédiction en exultation, et finalement se dire, on va retourner au texte biblique, puisque de toute façon, on est irrémissiblement juifs, et que les nazis nous ont reportés dans notre judaïsme original. Alors, essayez de répondre. Je peux Trois petites choses très vite. Mais je comprends très bien. Très vite. Non, mais sans polémique, très vite. Je crois que tu fais la même erreur que Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire que tu réduis l'histoire de l'humanité à la Seconde Guerre mondiale. Non. Et je pense que c'est une erreur de perspective historique. Vraiment, je vais vite. Deuxièmement, je pense le père d'Arnaud nous a appris à tous que c'est en partie faux ce que tu dis. C'est-à-dire, parce que c'est lui qui nous a appris que les Juifs français ont été justement beaucoup mieux protégés et épargnés que les Juifs étrangers. Mes exemples étaient allemands. Non, mais je parle. Et je finis. Mais une seconde, j'ai le droit de dire. Mais bien sûr. C'est ce que j'ai appris de votre père. Le meilleur moyen pour Vichy de défendre les Juifs français eût été de ne pas faire déporter les Juifs étrangers. Voilà. Mais ils ont cru le contraire. Ils ont pensé le contraire. Mais peu importe. Non, ils ont pas pensé. Mais peu importe. Les exemples étaient allemands. Je l'ai bien vu. Hannah Arendt, Walter Benjamin ont pensé. Vous permettez que je dise un mot quand même, parce que je ne suis d'accord avec aucun de vous deux. Moi, je suis un juif totalement assimilé. Je ne crois pas que les textes talmudiques, il y ait à y faire retour comme si c'était des vieux textes anciens et des vieux grimoires chiffonnés. Et je crois surtout, et c'est ça que j'appelle le génie du judaïsme dans mon livre, je crois qu'ils ont quelque chose à nous dire sur les problèmes d'aujourd'hui. Et je crois que si on les branche, attendez, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas le juif de savoir ou le juif de l'étude, c'est pas ou la science moderne ou la Torah. Je dis qu'il faut essayer de penser les deux ensemble. Le judaïsme le permet très bien. Et le judaïsme, ça sert à ça. Et vous savez, il y a eu toute une époque dans l'histoire du XXe siècle où les Juifs français, européens, ont insisté sur et même récemment, en effet, sur l'outrage qui leur avait été fait et sur les devoirs que l'humanité avait à leur endroit. Moi, je crois il faut aussi inverser le raisonnement. Les Juifs ont quelque chose à apporter au monde. Et je crois qu'il y a, dans les grands textes dont je parle dans ce livre, dans le texte que je consacre au rapport entre la littérature et l'étude, le texte que je consacre à la question de la souveraineté, il y a un message proprement juif qui est incroyablement instructif pour aujourd'hui. Sur la question on conclut très vite. Je voudrais dire à Yann que les 3 millions de Juifs polonais... Mais bien sûr, les 3 millions de Juifs polonais n'étaient absolument pas assimilés, ils ont tous été massacrés. Et deuxièmement, je voudrais dire uniquement que la question au-delà, parce que vous répondez toujours sur l'étude, en fait, sur la réflexion intellectuelle. Moi, je vous dis, il y a des religions comme le judaïsme et comme l'islam qui sont avant tout des codes civils. Et vous le savez très bien, vous expliquez très bien, vous rappelez très bien que Flavius Joseph, au temps de l'Empire romain, disait déjà que les Juifs avaient inventé la théocratie. Et qu'à partir du moment où on a des religions qui sont aussi des codes civils, qui sont au-delà de la religion, ils risquent de se fracasser et de s'opposer au code civil français. Et c'est pour ça que je trouve donc criminel de pousser à la résurrection de tout ça. Le dernier mot de Bernard-Henri Lévy là-dessus. Mais justement, ce que dit Flavius Joseph, et c'est ça qui est intéressant, quand il parle de théocratie, il dit le contraire de ce qu'on entend aujourd'hui, notamment dans le monde de l'islam, par la théocratie. Cette théocratie-là, la théocratie biblique, c'est justement un pouvoir fragile,
incertain de lui-même. Mais si. Oui, j'ai lu, Vous avez lu je sais. les rois de la Bible que l'on va chercher, que l'on met sur le trône de force, qui pensent qu'ils ne seront pas à la hauteur, qui pensent que le métier de roi est un métier pourri, qui pensent que ça donne très peu de droits, qui pensent que la politique, ça doit être un exercice de très grande modestie, qui pensent que le pouvoir doit avoir un exercice extraordinairement limité. Voilà une leçon. Par exemple, que les textes juifs et que le génie du judaïsme est capable de donner aux arrogants d'aujourd'hui de la politique européenne et moderne. Éric Nolot, vous avez le droit à 3 phrases. Il y a 2 choses qui m'ont frappé, c'est le décalage entre ce que vous dites ce soir et ce qu'on trouve dans le livre, parce qu'en réalité, dans le livre, il y a des traces d'idéologie très dures, avec des phrases comme « l'anti-américanisme est une métaphore de l'antisémitisme », qui est une forme, une manière de clore le débat, on ne peut pas discuter. Si vous êtes anti-américain, c'est que quelque part, vous devez bien être antisémite. Donc c'est beaucoup plus dur que ce que vous dites. Il y a un éloge à un moment du marché, où quand même vous essayez en disant mais c'est pas si mal le marché, c'est toujours mieux que le soviétisme. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et surtout, l'avenir le dira. Moi, je me demande si dans ce livre, on s'en souviendra pas d'abord comme le moment où vous avez basculé dans le communautarisme. Vous êtes très très près de basculer dans le communautarisme, notamment dans le génie du judaïsme, où tout d'un coup, on est très surpris de vous. Vous parlez, vous dites nous les juifs donc, et vous dites ben oui. Il faut faire attention. Il faut faire son retour. Non, mais il faut nouer des alliances. Et là, vous prenez comme exemple les néo-chrétiens américains, qui sont des gens complètement rétrogrades. Enfin, vraiment, tout ce qu'il y a de pire, ce que vous devez haïr au fond de vous-même, vous qui êtes plutôt un homme éclairé, en tout cas qui se veut éclairé. Et ça, c'est... Voilà, rendez-vous dans 10 ans, peut-être... C'est un texte. Non, mais excusez-moi, je finis. Il y a des mécréants qui, sur leur lit de mort, se remettent à croire en Dieu. Peut-être que vous, l'âge venant... vous allez basculer dans le communautarisme. Voilà, l'avenir le dira. C'est un texte où je dis exactement le contraire, où je m'adresse à un public américain et où je leur dis faites attention aux alliances de circonstances qui peuvent se retourner aussi vite qu'une veste, notamment l'alliance avec les néo-chrétiens. C'est ça que je leur dis dans le texte auquel vous faites allusion. Moi non plus. Ah si, vous leur dites faites attention, ça peut se retourner, mais vous leur dites pour l'instant, c'est nos alliés et soyez... Voilà. Je leur dis faites attention. Vous leur dites faisons attention. Tout d'un coup... Vous qui ne nous aviez pas habitués à ça... Parce que c'est la logique du juif d'affirmation. La logique du juif d'affirmation, c'est premièrement d'être totalement assimilé. Deuxièmement, non seulement d'être le fruit, mais d'avoir l'amour des savoirs profanes et des grandes littératures. Dans le texte que je consacre au Talmud, par exemple, dans ce génie du judaïsme, ma thèse, c'est que ce qui est intéressant dans le Talmud, c'est ce qui me fait penser à la grande littérature. Et une des choses qui me passionne quand je lis Joyce, quand je lis Artaud ou quand je lis Céline, c'est ce qui me fait penser au Talmud. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les deux s'entrelacent. C'est pas du communautarisme, ça veut dire faire dialoguer, faire penser ensemble les cultures. Et quant à l'Amérique, ce que je crois, c'est qu'il y a une idée reçue dont je pense qu'elle est peut-être fausse, c'est qu'il y aurait, et ça c'est vrai que je l'ai dit devant un public américain, qu'il y aurait une indissolubilité de destin entre les États-Unis et Israël, que les États-Unis seraient pour toujours les alliés d'Israël. Je crois que ça n'est pas vrai et que l'on pourrait voir le jour venir où, pour des raisons de géopolitique compliquées ou au contraire très simples, parce qu'il y a du pétrole ici et qu'il n'y en a pas là, parce qu'il y a des chantages financiers, etc., on pourrait voir la politique américaine changer de cap. Et j'exhorte les juifs américains et les dirigeants israéliens de ne pas considérer comme une espèce de fatalité heureuse la solidarité. Et tout ça, ça donne l'anti-américanisme est une métaphore de l'antisémitisme. Non, ça c'est ce que pense, parce que vous avez une manière de répondre à des questions qu'on vous pose pas qui est remarquable. Non, c'est vrai. L'axe américain. Non, il y a un texte en effet. Non, mais ne faites pas semblant de ne pas comprendre. J'aimerais tellement vous comprendre, mais... Alors, je vais vous réexpliquer. Non, répondez à la question. M'expliquez pas, répondez à la question. Je réponds. S'il vous plaît. Il y a 2 personnages aujourd'hui qui ne sont pas sans importance, qui sont le président iranien Ahmadinejad et le président vénézuélien Chavez, qui ont fabriqué un concept que je trouve monstrueux, qui est le concept d'axe américano-sioniste. Et je dis que dans ce concept-là, ils mélangent et ils font marcher ensemble et ils frottent comme 2 silex de maudits la haine de l'Amérique et la haine du judaïsme et du sionisme. Pièce d'identité, c'est chez Grasset, de la guerre en philosophie. C'est pas fini parce que j'ai encore une surprise pour vous, Bernard-Henri Lévy. On va recevoir quelqu'un qui vous connaît mieux que quiconque. Il sait tout de vous. Là, vous vous demandez qui ça peut bien être.
C'est un avatar, c'est votre avatar. Il vient de la planète Pandora. Ça vous dit quelque chose, la planète Vous faites Pandora. le coup de Jonathan Lambert, là. Il s'appelle, il est malin, hein, quand même. Mon Dieu. Il s'appelle Beikan Electiri. On l'appelle aussi BHL là-bas. Donc sur la planète Pandora, c'est votre avatar. Il est là pour quelques jours chez nous sur notre planète. Il a accepté de venir sur notre plateau. Voici le BHL de Pandora. Donc. Enfin le vrai, voilà. Ah bah oui, forcément, ça fait quelque chose. Bonsoir. Beikan Electiri, le BHL de Pandora. Vous êtes donc un avis habitant de Pandora et donc l'avatar de Bernard-Henri Lévy. Bah oui, voilà, je pense qu'on se ressemble, hein, ça se voit, il y a quand même quelque chose. Ça, c'est sûr. Voilà enfin quelque chose de raisonnable qui est dit de ce côté du plateau. Ça veut dire qu'on a tous un avatar sur Pandora. Ah oui, bien sûr, on a tous un avatar. Vous-même, Laurent, vous avez un avatar. D'ailleurs, j'ai amené la photo. J'aimerais bien qu'on voit la photo de l'avatar de Laurent Ruquier. Il est chouette, hein. Ah oui, il est chouette, bien sûr. Quelle horreur. Ah ouais, bah, vous présentez la même, l'avatar de votre émission, hein, qui s'appelle On est Pandora couché. Et puis, alors l'émission est pratiquement la même. D'ailleurs, il y a les avatars de vos chroniqueurs. Les hein, deux voilà. Eric aussi. Voilà, Eric Zemmour, il est là. Ouais. Alors ça c'est une photo, voyez-vous, ça c'est une photo qui date, elle date un peu, parce qu'elle a 15 jours, vous n'êtes plus du tout comme ça aujourd'hui. Non, là, récemment, je vous ai vu, vous avez un œil au beurre noir, le nez cassé. Oui, parce qu'il y a l'avatar de Patrice Lecomte qui vous a mis une raclée la semaine dernière. C'est une sorte de prolongation de... Voilà. Et alors vous, je n'ai pas votre photo, monsieur Nolo, non. Non, parce que votre avatar est en réanimation. Oui, parce qu'il y a Laurence Boccolini qui s'est assise sur votre visage pendant 6 mois. Donc, voilà, on essaie de... Voilà, Est-ce qu'à l'inverse, pour être sérieux, 2 secondes, hein, bah, c'est très sérieux. est-ce qu'à l'inverse, il y a des avatars qui n'existeraient pas sur Terre? Oui, très bonne question. Oui, ça c'est vrai que c'est assez amusant. Tu vas voir, Bernard, je te tutoie puisque tu as un petit peu mon original. J'ai besoin d'une réponse là-dessus. J'ai un ami philosophe également sur Pandora qui s'appelle Jean-Baptiste Bottune. Et alors, il me dit qu'il n'existe pas sur Terre. C'est vrai ça? C'est vrai ou pas? Non, franchement. Alors, non, votre c'est une planète, vanne, c'est ça, la planète Pandora, on peut dire que c'est en fait un prolongement de ce qui se passe sur Terre. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'ai les mêmes problèmes que toi, Bernard-Henri. L'avatar de Noël Gaudin, l'entarteur, existe. Hein. Alors, il m'envoie souvent des avatars à la crème. Hein. C'est très difficile. Ça m'est arrivé il y a... Oui, bah, tu rigoles, mais ça m'est arrivé encore il y a 2 mois. J'étais turquoise de rage. Parce que nous, quand on est vert de rage, comme on est bleu, c'est le bleu et le vert, ça fait turquoise. Alors, le seul, en fait, qui n'a pas besoin d'avatar, c'est Michou. Parce qu'il est déjà tout bleu. Donc, il fait des allers-retours entre Pandora et la Terre. Et c'est très bien comme ça. Alors, pardon de me mêler de votre vie privée, mais j'imagine que vous avez fait votre vie avec l'avatar d'Ariel Dombal. Ah non, alors là, de ce côté-là, je suis resté le BHL un peu fougueux, hein, le jeune séducteur que tu étais. Je ne suis pas casé, je papillonne. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai retrouvé en fait les avatars de tes ex, hein, et qui sont nombreuses, hein, ça représente environ 38% des navis femelles sur Pandora. Tu t'es pas ennuyé, mon cochon. Hein. Non. Mais alors, il y a à boire et à manger. Hein. Là, je sais qu'il y a 15 jours, j'ai passé la nuit avec l'avatar d'une bouchère que tu as connue quand tu étais petit. Et vous aviez un code entre vous, me raconter. C'est qu'à chaque fois qu'elle te rendait une pièce de 10 centimes, c'était pour te dire rendez-vous, c'est... C'est vrai, ça? C'était il y a longtemps, non? Franchement. C'était il y a très très longtemps. Mais c'est quoi cette histoire qu'elle donnait 10 centimes? Bah, je ne sais plus, oui. Bah, il sait ça, lui. Oui, moi. lâche-toi, vas-y. Mais non, mais tu es là pour ça. Tu es là pour Eh ben, ça. c'était un code. À chaque fois, elle lui donnait, voilà, 10 centimes, c'était viens me voir à 16h. J'imagine que 20 centimes, c'est passe par le Velux. Enfin, tout ça. Le quotidien, parce qu'on s'interroge, nous ici, tout le monde n'a pas vu le film de James Cameron. Alors, comment c'est le quotidien sur la planète Pandora? Alors, ben, comme vous, on se lève le matin, le soir, on se couche. Bon, il faut savoir qu'on dort dans des arbres, donc c'est pas la même chose, hein, et qu'on se déplace de branche en branche. Hein, donc, c'est vrai que parfois, c'est un petit peu violent. On peut tomber, on se fait mal, donc on se cogne, on se fait des bleus. Mais bon, sur nous, ça se voit pas forcément. Donc, finalement, ça ressemble
ressemble à la vie sur Terre, évidemment. Oui, culturellement, il y a quand même des différences notables. Ton film, par exemple, hein, Le jour et la nuit, a eu un succès phénoménal sur Pandora. Oui, parce que tout ce qui est un petit peu abstrait sur Terre, chez nous, on comprend. C'est ça. Alors, en revanche, il y a un film qui est passé totalement inaperçu, c'est Le Grand Bleu, de Luc Besson. Oui, parce qu'on est déjà bleu, donc bleu sur bleu, c'est invisible, on voit rien, c'est pour nous, c'est un film transparent. Non, puis la différence majeure, c'est la sexualité. Ah oui. Ouais, moi qui ai une sexualité, je le disais, vraiment débridée, épanouie sur Pandora, ici je rame. Pourquoi? Eh ben parce que chez les navis, les rapports sexuels, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais passent par, vous savez, la fameuse natte, hein, il y a une sorte de collection comme ça. Oui, bien sûr, madame, vous pouvez. Et ici, les femmes n'ont pas ça. Ce soir encore, tu vois, je me suis baladé en arrivant aux alentours du plateau, on est quand même à Pigalle, il y a plein de femmes qui m'ont proposé d'avoir des rapports, d'ailleurs, très sympas, mais elles n'ont pas de natte. Et alors, elles m'ont dit qu'on pouvait trouver un endroit qui ressemblait à Pandora, une forêt magique avec plein d'arbres et des mandragores qui poussent sur le sol, avec des femmes qui ont des nattes, des petites nattes. Ouais. Ça s'appelle le bois de Boulogne. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein, quelqu'un connaît cette forêt magique, peut-être Toi, tu as une tête à y aller là-bas, non? Non, tu connais pas ça. Alors, est-ce que, comme Bernard-Henri Lévy, vous écrivez des livres sur la planète Pandora? Non, parce que nous sommes une civilisation orale, hein, mais comme Bernard-Henri, je combats la banalisation du monde, hein, et surtout des thèses défendues par certains. Moi, je pensais que les navis étaient un peuple pacifique, évidemment. Alors non, ça c'est dans le film, ça c'est le conseil régional de Pandora qui voulait donner une bonne image de la planète, sinon il ne rentrait pas dans le plan de financement. Non, sur Pandora, nous avons aussi des personnes qui soutiennent des thèses, qui cultivent la haine, et d'ailleurs nous les appelons les néo-navis. Et je veux te dire, Bernard-Henri, tant que tu mèneras ces combats qui sont justes, je serai fier d'être ton avatar. Tant que tu vendras des best-sellers par milliers, je serai fier d'être ton avatar. Mais la chemise blanche, ça fait 30 ans que tu portes la même, tout le monde se fout de ma gueule sur Pandora, et ça c'est quelque chose qui... je te demande pas une chemise à rayés ou à carreaux, simplement changer de couleur. Alors je sais ce que tu vas me dire, ça fait 30 ans que ça dure, et pour la communication ça marche très bien comme ça, mais comme on dit chez nous, avatar que jamais. Voilà. S'il te plaît, fais un effort. Merci mon ami, merci mon bravo, merci. On va partir ensemble? Non, restez encore quelques minutes, Bernard-Henri. Merci, bonsoir. L'avatar de Bernard-Henri Lévy sur la planète Pandora, c'est évidemment Jonathan Lambert. Non, je vous garde, Bernard-Henri Lévy, encore quelques minutes, parce qu'il y a un exercice auquel vous êtes livré, vous aussi. Vous avez accepté de jouer le jeu. C'est l'exercice du dessin satirique de la semaine. Chaque semaine, on demande à nos invités de choisir parmi la presse satirique et aussi les autres dessins publiés dans la presse quotidienne, de choisir chacun celui qui l'a le plus amusé, intéressé ou interpellé. Et vous avez choisi un dessin de Pancho dans le Canard enchaîné, un dessin qui représente Olivier Besancenot, qui se dévoile lui aussi. C'est le titre du dessin de Pancho. Et on voit Besancenot qui dit « Je savais que ça allait faire parler de moi ». On comprend évidemment que c'est à propos de l'affaire de cette jeune femme voilée qui fait partie des listes du NPA, du nouveau parti anticapitaliste de Olivier Besancenot. Alors pourquoi ce choix? Parce que je trouve que c'est une erreur politique, même par rapport à la tradition dont il se réclame, qui était une tradition internationaliste, donc de solidarité au-delà du territoire français. Et avoir une candidate qui se présente sous ces couleurs enfoulardée, c'est une insulte, par exemple, aux femmes qui défilent à Téhéran à l'heure où nous parlons, ou qui défileront demain à visage découvert et sans foulard, et pour qui le port du foulard est justement le signe de la tyrannie. Donc c'est très navrant et très curieux de voir cet homme qui se veut l'héritier de cette extrême gauche internationaliste, solidaire de tous les damnés de la terre, des incomptés, etc., qui accepte quelque chose qui n'est pas du tout un signe religieux, mais qui est un signe politique qui veut dire l'oppression. Monsieur Lévy, vous savez qu'elle a un nom, cette femme, elle s'appelle Ilham Moussaïd, c'est bien de la désigner autrement que par la femme voilée, et qu'elle ne porte pas seulement un voile, elle a des choses à dire qui parfois ne sont pas inintéressantes sur la tolérance, sur la contraception, sur l'avortement. Mais moi j'aimerais... Non, mais comme si je parlais de vous, simplement l'homme à la chemise blanche, qui, vous voyez, je veux dire, il y a un côté, elle est réduite à un voile et à une fonction, je trouve ça un peu déplaisant. Vous avez raison, naturellement.
Elle est réduite à cela, en tout cas dans cette caricature, et je crains qu'elle ne soit réduite à cela dans le geste qu'il l'a fait proposer et intégrer dans la liste d'Olivier Besancenot. Et c'est ça justement qui me gêne. Moi, je voulais simplement vous dire que vous distinguez toujours, vous croyez ça subtil entre religion et politique, sauf que la politique, la religion, ça a toujours été de la politique, toujours, de tout temps. Certains ont rappelé que l'abbé Pierre et avait que été le député voile, pendant... c'est une prescription religieuse. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Après, on l'interprète comme on veut, mais c'est une prescription religieuse. Et que là, c'est simplement la tentative du NPA, qui a déjà d'ailleurs commencé depuis plusieurs années, de faire une alliance avec les islamistes pour avoir j'allais dire, une armée de réserve, de nouveaux militants, exactement, de nouveaux militants dans les banlieues. Vous avez très bien compris ça, évidemment, mais je maintiens que vous êtes le moins bien placé pour dénoncer ça, parce que c'est l'islam d'affirmation. Moi, je dis que c'est une insulte à toutes les femmes qui considèrent, que le port du voile est un malheur et que la lutte contre le voile est un devoir, que de parler comme vous en parlez là. Il y a en Algérie, au Pakistan, en Afghanistan. Ah bon, alors je suis d'accord avec vous, moi je ne suis pas pour le voile. Mais moi je veux que la laïcité soit respectée par tout le monde. Et c'est une insulte que de dire que c'est une prescription coranique, parce qu'il y a justement dans le monde musulman un vrai débat entre des gens qui connaissent le Coran mieux que vous et moi réunis, et encore plus, et qui nous disent précisément que le voile n'a jamais été une prescription dogmatique, que l'islam peut tout à fait rester l'islam en acceptant que les femmes montrent leur visage. Il y a les hommes qui ont un visage et les femmes dont le visage est un objet de scandale qu'il faudrait contrôler ou dissimuler. Le Coran ne dit pas cela. Et il faut que nous soutenions tous ceux qui... pas dissimulé. Hein. Il ne faut pas tout confondre dans les voiles. Ses cheveux... Il ne faut pas confondre. Et le Coran dit couvrez-vous aux femmes. Mais si. Le Coran dit aussi que le visage des femmes, que les cheveux des femmes... Mais comme tous les grands textes religieux, il dit tout et son contraire. Voilà. Comme la Torah, et c'est donc la raison pour laquelle il faut aider les musulmans modérés, les musulmans éclairés aujourd'hui à faire valoir la part du Coran qui dit pas le contraire ou tout, mais qui dit précisément que les femmes, les cheveux des femmes sont aussi montrables que les cheveux des hommes. Le dessin d'Arnaud Klarsfeld maintenant. Arnaud a choisi un dessin publié par Luz dans l'Humanité. Il ne va pas être content, monsieur Besson, de votre choix. Identité nationale, le bilan, et on voit Éric Besson qui dit « Les gens préfèrent désormais me siffler moi plutôt que la Marseillaise ». C'est justement pour dire, il n'y avait que plein de dessins d'Éric Besson, mais c'est justement pour dire que on dit beaucoup de mal de lui, mais j'ai remarqué quand même qu'il a été élu dans cette circonscription quand il était PS, il a été élu à nouveau quand il était UMP, c'est donc que les gens, quand ils le connaissent finalement, peut-être l'aiment bien. Sur le débat sur l'identité nationale, moi je pense que c'était un débat nécessaire. Je pense qu'il aurait gagné, et je l'avais proposé, à ce qu'il y ait eu parallèlement ou auparavant un grand colloque montrant en quoi l'immigration était une richesse, a toujours été une richesse pour la France, que toutes les vagues d'immigration italiennes, algériennes, juifs d'Europe de l'Est, juifs d'Afrique du Nord, ont suscité des réactions de la population française, et qu'il fallait justement, après un colloque avec des sociologues, des historiens, on aurait pu enseigner en quoi ceux qui arrivaient doivent faire des concessions et en quoi ceux qui sont là doivent se montrer tolérants. Sauf que ça n'a pas été ça, ce débat. Ça a pu être dit au cours des débats, mais disons, le débat, à mon avis, aurait gagné en Bernard-Henri Lévy va intervenir. Le vrai problème, Arnaud Klarsfeld, c'est l'idée qu'un État décide d'un débat. Ça, c'est pas possible. L'État n'a pas à dire... L'État peut décider d'un débat. Parce que c'est le rôle d'un parti politique, c'est le rôle d'un groupe de citoyens, c'est le rôle d'un journal, c'est pas le rôle d'un État que de dire à partir d'aujourd'hui, top chrono, on débat de ça, le débat va s'arrêter à telle date, on relève les copies, et c'est moi, État, qui organise le débat dans mes préfectures. Ça s'appelle pas un débat démocratique. Vous voyez, ça qu'on finit s'appelle par être d'accord. un débat d'État. Il était temps. Il y a deux vices originaires dans cette affaire. C'est l'idée du débat d'État, et c'est deux, pardonnez-moi, moi j'ai pas la même tendresse que vous peut-être pour... Enfin, c'est même pas une question de personne. Dans l'intitulé même de ce ministère, l'idée même qu'il y ait un ministère de l'identité nationale et de l'immigration, ce tout petit « et »
il est terrifiant. On peut le tourner de la manière qu'on voudra, et c'est comme ça que l'on tournait les gens dans les préfectures qui ont commencé à débattre, entre guillemets. Ça veut dire que s'il y a un malaise dans l'identité nationale, c'est l'immigration qui en est responsable. disons- Et laisser entendre ça, C'était Brice Hortefeux qui en a eu le premier. laisser entendre qu'il y aurait un lien de cause à effet entre les deux, c'est une infamie. Pendant très longtemps, en France, il n'y a eu que des chrétiens. Puis il y a eu des juifs. Maintenant, il y a des musulmans. Les gens veulent... leur identité change. Il ne faut pas qu'elle change trop vite, mais il faut qu'on débatte de ces choses-là. Si on ne débat pas de ces choses-là, eh bien, il y a des extrêmes qui peuvent grimper. Justement, il faut débattre, voir quelles solutions peuvent être trouvées, ou qui doit se montrer plus tolérant, qui doit faire des concessions. C'est des choses qui doivent être débattues. Ça se décrète. C'est un débat lancé. C'est bien depuis Oui, ça s'enseigne. Oui, ben ça, on est d'accord. Amandine Bourgeois, on va revenir à la burqa, mais aussi à la Saint-Valentin, puisque c'est demain la Saint-Valentin. Et Amandine a choisi un dessin de Cabu, publié dans le Canard enchaîné, où on voit un cadeau pour la Saint-Valentin. Et le monsieur dit à son épouse voilée, tiens, si la couleur ne te plaît pas, tu pourras changer. Et il lui offre une burqa. Pourquoi ce dessin, Amandine? Parce que je trouve que je voulais juste réagir sur la burqa. Je trouve que c'est une forme d'emprisonnement. Et c'est pas le symbole de la femme libre, quoi. Voilà, enfin, je sais qu'il y a des femmes qui se sont battues pour justement l'égalité entre hommes et femmes. Donc voilà, respectons ça. Parfait. Vous aurez un Valentin demain dimanche? Et non, hélas. Ah, les deux Eric, c'est encore faisable. Elle s'est habillée pour ça. Yann Moix, oui, c'est pas pour vous qu'il a mis C'est pour ça. un costume. Yann Moix a choisi un dessin qui représente justement le président iranien, monsieur Ahmadinejad, qui cherche toujours à rassurer l'Occident. Un dessin signé Pancho, et on voit le président iranien qui dit « L'uranium enrichi est essentiel pour notre projet de ne pas fabriquer la bombe. » Alors, pour moi, un grand dessin, un dessin réussi, c'est un dessin qui se passe de commentaires. C'est pourquoi je m'en passe allègrement. Alors on passe à Jean Telet, qui lui a choisi un dessin de Ciné, tiens, Ciné dont Bernard-Henri Lévy parle dans son livre Pièces d'identité. Et ce dessin, c'est dans Ciné Hebdo qu'on peut le trouver. Le patron de France Télécom quittera ses fonctions le 1er mars prochain. Et personne pour me dire au revoir. C'est vrai qu'au pot d'adieu, avec les boudoirs et puis la canne à pêche offerte, il manquait du monde, quoi. Éric Nolot a choisi un dessin de Viaz dans le Nouvel Observateur. On voit Carla au lit avec le président qui lui dit « Chouchou, à force de dormir avec ton croc de boucher, tu vas finir par te blesser. » D'abord parce que je l'imagine avec la voix de Carla Bruni, puis ensuite, c'est vrai qu'il avait promis de pendre, il aurait promis de pendre Villepin à un croc de boucher, que ça commence à traîner. De péripéties judiciaires en péripéties judiciaires, il va finir par rouiller son croc. On revient à l'affaire Besancenot et la jeune femme voilée sur la liste NPA à travers le dessin de Zemmour, enfin en tout cas, dessin de Catherine choisi par Éric Zemmour. C'est dans Charlie Hebdo qu'on le trouve. Le postier Besancenot a trouvé sa boîte aux lettres. J'accepte la publicité, dit la jeune femme. Ça, il est meilleur que le mien. Il est très bon. Moi aussi, dans Charlie, j'en ai trouvé un rigolo. C'est le dessin de Cabu qui nous montre François Fillon, Jacques Chirac et plus loin Michael Jackson. Les deux premiers sont sur des chaises longues, l'autre est évidemment dans son cercueil. Et le titre, c'est pour être populaire, faut rien foutre. Et deux derniers pour la route. Puisqu'on parle beaucoup du retour de Dominique Strauss-Kahn, dans Ciné, on voit Strauss-Kahn qui dit « Je sauverai le socialisme dès que j'aurai fini de sauver le capitalisme ». C'est quand même pas mal. C'est signé Soulcier. Et dans Charlie Hebdo, on s'en prend aussi à DSK, mais d'une autre façon. DSK prêt pour 2012, année de la partouze, dit-il. Et les socialistes disent « Ok, on a encore du boulot ». Un commentaire. Quel sera votre candidat pour 2012 ? Est-ce que c'est toujours Ségolène Royal que vous continuez à défendre ? Que je continue à défendre. Enfin, je lui trouve aujourd'hui les mêmes qualités que je lui trouvais hier, et c'est pas parce que les gens changent d'avis que je change d'avis moi-même, bien sûr. Donc, si elle était candidate de nouveau, Mais vous souhaitez que ce soit elle la candidate du Parti socialiste ? Je suis exactement au point où j'étais il y a 3 ans. Je souhaite que ça soit Dominique Strauss-Kahn. Toujours, c'était déjà mon choix en 2007. Et si ce n'était pas Dominique Strauss-Kahn, on verrait. Mais je suis très agacé et très choqué par cette versatilité de l'opinion. Ségolène Royal, on lui trouvait toutes les vertus.
Elle était quasi shadow reine de France pendant un certain temps, et on lui trouve aujourd'hui tous les vices. Il y a une espèce de micro-diabolisation à l'intérieur de la gauche et du Parti Je socialiste. n'ai pas changé d'avis à votre sujet, je reste très stable dans mes opinions. Ça c'est bien, mais c'est de Ségolène Royal qu'il s'agit, et moi je pense que c'est très injuste et qu'elle n'a pas dit son dernier mot, loin s'en faut. Pièce d'identité et l'autre petit livre qui s'appelle De la guerre en philosophie, c'est chez Grasset, les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bernard-Henri Lévy, merci beaucoup. On a vendu du